Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette deuxième assemblée générale de Rising Sud, dans un endroit assez superbe, avec le temps mitigé, mais qui est quand même avec nous. Ravie de vous accueillir en nombre aussi, c'est vraiment un honneur et un plaisir. Je tiens à excuser mon président Bernard Kleinhoff, qui pour des raisons de santé, malheureusement, ne peut être parmi nous ce soir, mais qui est là par la pensée, sachez-le, et à remercier chaleureusement Isabelle Savon, voilà, pour sa présence et les élus qui vont nous rejoindre ou qui sont déjà présents. Merci à vous. Nous souhaitons, avec Bernard et plus globalement l'ensemble de mes collaborateurs que je salue, ils sont 50 ici présents, faire de cette Assemblée générale un temps fort pour le développement économique du territoire, un temps qui permette d'apporter et de donner des clés à des chefs d'entreprise qui sont nombreux, je reconnais des têtes, et que nous avons la chance d'accompagner tout au long de l'année, un peu plus de 500 et un peu plus de 90 membres au sein de notre gouvernance, de la gouvernance de Rising Sud. Alors c'est un honneur, mais cela nous oblige d'autant plus pour toujours se dépasser au service du développement économique du territoire et de la région. Nous avons, l'année dernière, accueilli 3 personnalités qui nous expliquaient comment leur parcours d'athlète de haut niveau avait guidé, orienté leur parcours entrepreneurial. Cette année, nous avons la chance d'accueillir de grands chefs d'entreprise qui ont su, à un moment ou à un autre, oser et dont les clés du succès n'auront bientôt, je l'espère, plus de secrets pour vous. Dans un monde qui évolue à vitesse grand V, on le voit, même moi j'ai 35 ans, mais je l'avoue, je suis déjà dépassée, même par mes tout petits. Innover est devenu un impératif de compétitivité, un impératif pour durer. Dans ce monde-là, je pense que les entreprises qui réussiront demain sont celles qui savent, qui innovent et qui osent aujourd'hui, qui cassent les codes. Elles ne se contentent pas de suivre les tendances, elles les initient. Elles ne se contentent pas d'adapter leur stratégie, elles les réinventent. Plus encore, elles ne se contentent pas de répondre aux attentes de leurs clients, elles les anticipent. Alors évidemment, ces transformations concernent le monde de l'entreprise, mais elles concernent tous les domaines. Elles touchent l'éducation, la santé, Jean-Marc, tu nous diras un mot sur l'éducation, mais aussi la politique et la culture. Ces innovations, ces transformations redéfinissent justement ce qui est possible. Et au cœur de cette transformation, il y a l'audace. C'est le thème qui nous rassemble ce soir. L'audace de penser différemment, de défier des marchés, de prendre des risques. L'audace de croire en ses idées, même lorsqu'elles vont à l'encontre d'une idée classique, d'un modèle classique ou d'une idée dominante. L'audace aussi de se lancer dans l'inconnu, de faire face, de persévérer, mais surtout de surmonter les obstacles auxquels on fait face. C'est cette capacité à oser qui permet, je pense à la France, d'inventer des solutions pour bâtir le monde de demain. C'est aussi cette innovation qui permet à la France d'être championne pour la 5e année consécutive en Europe en termes de classement des investissements directs étrangers. Les étrangers aiment investir en France, tant mieux. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un panel d'intervenants assez exceptionnel. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Ce sont des personnalités qui ont entrepris, qui ont innové, qui ont osé et qui ont disrupté des modèles. Avant d'accueillir dans quelques instants Marc Simoncini, Sabrina Herlery-Rouget et Eric Crabe, j'invite Jean-Marc Tassetto à nous rejoindre sur scène. Je te présente. Alors Jean-Marc, vous êtes un patron bâtisseur. Vous créez des ponts entre innovation et éducation. Humble et discret, je vous jure, c'est vrai. Vous avez pourtant laissé votre empreinte dans chaque port où vous avez jeté l'encre. Chez SFR, puis à la tête de Google France, vous avez hissé les voiles de l'innovation auprès du grand public avant de plonger dans l'entrepreneuriat avec la start-up Corp Academy, rachetée en 2022 par le leader mondial du digital learning, l'Australien Go1. Votre boussole, je dirais que c'est une curiosité instinctive, mais aussi une passion pour l'apprentissage et vraisemblablement, je n'en doute pas, un radar infaillible pour les opportunités que vous avez su saisir. Jean-Marc, nous avons la chance de vous entendre aujourd'hui sur le thème passionnant et ô combien important de la formation. Un thème que vous avez abordé, on a de la chance, en janvier dernier à Davos, devant les plus grands de ce monde, comme nous d'ailleurs. Jean-Marc, je n'en dis pas plus, je vous cède la parole. Merci
beaucoup, cher Audrey. Un peu surpris du vouvoiement, mais je vais m'y faire. Et puis l'humilité, c'est jusqu'à ce soir, hein, parce que là, c'est ChatGPT le discours. Peut-être. Bon, très bien. Alors moi, mon speech à moi, c'est sans ChatGPT. D'ailleurs, vous allez voir, hein, vous allez mesurer aux imperfections du propos. Quand j'ai travaillé sur le thème oser, alors dans un premier temps, oser, on parlait des entrepreneurs, à des élus, à des dirigeants. Donc je dirais, pourquoi avoir besoin de réinsister sur ce thème-là, de l'audace? Et en fait, plus j'avançais, plus je me suis dit, mais avec ce qui nous attend, avec la vague d'innovation qui est en train de se dessiner, à côté de laquelle la révolution numérique d'il y a 25 ans apparaît comme un petit mascaré, finalement, bravo Audrey, je trouve que le thème est particulièrement bien posé et choisi. Et lié oser, audace, ça me semble aussi très pertinent parce qu'on peut oser en courant comme un canard sans tête. Hein, ça peut donner la chevalerie française à Azincourt en 1415. Ça, c'est mon côté pédant, hein, de petite citation. C'est mon côté parisien. Mais voilà, le thème est parfait, au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc, je suis absolument ravi de partager quelques réflexions avec vous sur le futur. L'avantage de parler du futur, c'est qu'on a peu de chances d'être contredit, puisqu'on n'en sait pas grand-chose. Mais il y a des choses absolument passionnantes qui se dessinent. Et à titre personnel, je regrette de ne pas avoir 35 ans aujourd'hui. On sort, si on met un peu tout ça en perspective, on sort quand même d'une phase, les 20-25 ans qui viennent de s'écouler. Il y a quelques entrepreneurs, en particulier du web, qui sont là pour compléter mes propos. Ils ont été un peu étourdissants. Si on reprend un peu les clés de cette révolution industrielle, ce n'était pas la première dans l'histoire de l'humanité, c'était la première qui allait aussi vite. Donc nos organisations, elles ont été quand même bien secouées par cette révolution digitale. Et je me souviens chez Google, je voyais nos interlocuteurs, des managers, des dirigeants brillants, quand même très déstabilisés par le facteur vitesse. Et puis quand vous devez réinventer le modèle de la grande distribution, enfin quelquefois vous dites c'est peut-être plus facile d'inventer Amazon que de faire muter Carrefour quand vous avez des actifs à transformer. Donc la vitesse. La deuxième caractéristique de cette révolution, c'est qu'elle a introduit de nouveaux modèles d'affaires. Hein. Tu as parlé de rupture, de disruption. On a commencé à parler d'ubérisation. L'ubérisation, c'est des plateformes qui exploitent les actifs possédés par d'autres. C'est à un moment donné Airbnb qui est plus gros en market cap que le groupe Accor. Une troisième caractéristique, et c'était le mot-clé, alors je vais essayer de jargonner le moins possible, jetez-moi des cailloux si j'emploie trop de termes anglais, mais cette notion de scalability, de mise à l'échelle, c'est une espèce d'obsession. On prépare un projet, et ce projet, c'est un grand pari, il doit changer la face du monde. Et tous, en tant qu'entrepreneurs, quand on a conçu nos projets, une plateforme d'éducation en ligne, on l'a pensé dès le départ pour une mise à l'échelle auprès à date, on est 8 milliards d'êtres humains sur Terre, il y a 5 milliards d'internautes et 2 milliards de gamers en ligne. Donc voilà, le substrat, la culture digitale est clairement installée. Et puis avec, en point d'orgue, le climax du Covid, où on a appris que dans la souffrance, en particulier pour la plus jeune génération, qu'on pouvait travailler à distance, qu'on pouvait ne plus être dans des bureaux. Gowan, qui nous a racheté, c'est distance totale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bureaux. Comme on a été racheté, il y a des bureaux à Paris, en Suisse, il y a des bureaux à Berlin, ils ont racheté une affaire en Allemagne, mais sinon, la directrice financière est aux États-Unis, le directeur technique est sur la côte ouest des États-Unis, la DRH est à Melbourne, les deux CEO sont à Brisbane, le patron des produits est quelque part dans le nord de l'Europe, et il y a de nouveaux modes d'organisation. Alors, le baby-boomer que je suis a beaucoup de doutes sur l'efficacité et l'efficience de ces modèles, mais ce serait intéressant aussi d'avoir votre avis sur ces points-là, parce que, évidemment, je pense que l'être humain est un animal grégaire et qu'on a besoin de proximité pour maintenir l'adhésion, en particulier au projet. Donc cette révolution industrielle, elle nous a beaucoup secoué. Pour ce qui concerne l'éducation, nous, le choc, moi, ça a été un voyage en novembre 2012 à Mountain View, en Californie, au siège de Google, avec la rencontre avec un professeur de Stanford, Peter Norvig,
qui me dit, moi je suis fils d'institutrice, j'ai enseigné, je suis professeur affilié à HEC, je viens de donner un cours à 165 000 étudiants. Bon, premier wow effect, comme on dit. Et le deuxième wow effect qui m'a encore plus interpellé, c'est que les 250 meilleurs étudiants de la plateforme et du cours n'étaient pas de Stanford. Donc là, je me suis dit, la révolution digitale qui avait commencé à impacter les métiers du contenu, de la musique, les médias, 10 ans après, allait impacter l'éducation. Et c'est un thème que je voudrais partager avec vous ce soir parce que, évidemment, j'ai attendu 6 minutes avant de parler d'intelligence artificielle, mais on va être obligé d'aborder le sujet, quoi. Les organisations ont été bousculées. Alors, moi, je suis d'un naturel résolument optimiste et je vois toujours le verre à moitié plein, ce qui est une très bonne nouvelle par rapport au tsunami qui s'annonce. Les organisations, elles ont été bousculées dans les organigrammes. Hein. On a de plus en plus des organisations très plates. Quand j'ai quitté SFR pour Google, j'ai quitté une organisation, moi j'avais un président au-dessus de moi, il y avait 9 niveaux hiérarchiques. C'est pas grave. Il y avait 9... Si, là c'est un peu grave parce que j'ai la page 2. Pour arriver dans une organisation qui avait 3 niveaux hiérarchiques entre Larry Page et Sergey Brin et moi. Donc des organisations très, très plates. Des modes managériaux totalement bousculés. Hein. On ne peut plus, je pense que vous managez aussi de jeunes générations, le côté leader autoritaire, c'est un peu passé de mode. On est dans la conviction, on est dans la description, on est dans la pédagogie, et ça marche d'ailleurs très bien. Ça prend juste un peu plus de temps, donc de temps en temps, faut se retenir, mais ça marche très bien. Donc les modes managériaux, on est beaucoup plus un leadership d'influence et de compétences. Mais sur des équipes très complémentaires, hein, je vais prendre ma retraite dans quelques semaines. Je sais, ça ne se voit pas, personne ne le dit, mais moi je le dis. Donc, on travaille très bien avec des jeunes générations de 25-30 ans, et cette complémentarité-là peut être extrêmement efficace et intéressante. La diversité aussi des cultures, hein, les entreprises, les DRH, là, vont avoir à gérer 5 à 6 générations différentes dans une entreprise, dans les générations d'étudiants qui demandent à venir en cours avec leur chien et leur chat. Un bon courage, moi je ne serai plus là pour voir ça. La diversité, c'est aussi la diversité des genres. Sur la page RH de Gowan, qui est donc notre nouvelle actionnaire, j'ai le choix entre 17 genres différents. Je ne sais que choisir. Et enfin, les enjeux du développement durable. Donc ces transformations-là, quelquefois dans la douleur, pour moi, elles sont faites. On est sur une dynamique qui fait que je trouve que les entreprises, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, me semble particulièrement bien armées, en tous les cas celles qui ont résisté et qui sont encore là 20 ou 25 ans après, particulièrement bien armées pour aborder, encore une fois, les vagues de rupture et les ruptures technologiques qui arrivent. Pour ce qui nous concerne dans le secteur de la formation et de la formation continue, j'ai vu sur 10-12 ans vraiment l'évolution. Et puis auparavant, j'ai passé 30 ans dans des comités exécutifs, j'étais administrateur d'entreprises y compris cotées. La place laissée au RH pour parler de développement et de formation, c'était vraiment la portion congrue. 2 fois par an, on donnait la parole parce qu'il fallait bien présenter les plans de formation. Tout ça a changé. Désormais, la formation est devenue un enjeu de direction générale. Et ça, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. D'abord parce qu'il y a de nouveaux enjeux d'obligation, de RSE. Il y a aussi le lien entre compétitivité et compétences des entreprises qui a été fait de façon indéniable. Et enfin, vos talents, pour les attirer, pour les développer, pour les retenir, il faut quand même leur expliquer que vous allez développer leur actif principal, qui est leur champ de compétences, quelles que soient ces compétences, qu'elles soient techniques ou... je n'ai pas trouvé le terme non anglo-saxon à soft skills, hein, c'est pas les compétences molles, c'est tout ce qui est lié à l'intelligence émotionnelle et qui est en train de prendre une dimension considérable. L'intelligence artificielle, il faut quand même qu'on en parle un peu de cette petite affaire, hein, parce que il y a deux conversations qui m'ont mis la puce à l'oreille. La semaine dernière, ma crémière à Valescure, chez moi, qui parle de vidéos produites par ChatGPT. Hier soir, le chauffeur de taxi. Donc, et ça, c'est l'effet vertueux de
l'intelligence artificielle générative conversationnelle, c'est que la culture de ces sujets-là, de la puissance de ces outils, est désormais largement diffusée. On y reviendra, parce que je veux quand même faire référence à la vitesse exponentielle de déploiement de tous ces sujets-là. À Davos, tu en as parlé, Audrey. J'avais une vidéo que j'avais produite sur une plateforme HeyGen. Ça m'avait pris une dizaine de minutes de produire mon avatar. J'étais allé lancer une requête sur ChatGPT sur l'informatique quantique. Et puis, pour faire le malin, j'avais mis tout ça en coréen. Donc, j'étais très fier de présenter cette vidéo. Je n'oserais pas vous la présenter ce soir. D'abord, il n'y a pas d'écran. Et en plus, vous l'avez fait, c'est vu et revu. Et depuis, des plateformes comme Sora vous permettent de produire un film avec des personnages, avec un décor, un scénario sophistiqué. Donc, tout ça va à une vitesse folle. Je veux vraiment insister parce que il ne faudrait pas qu'on ait tous ce qui s'est passé il y a 20-25 ans, c'est-à-dire du déni, du retard à l'allumage, parce que là, ça va vraiment aller très, très vite. Alors, la bonne nouvelle, quand même, c'est, je ne sais pas si vous connaissez la loi empirique d'Amara. Amara, c'est un scientifique de Palo Alto qui a créé l'Institut pour le futur et qui dit une chose très juste et qu'on a vu à chaque révolution industrielle et technologique, c'est qu'on a tendance à surestimer à court terme l'impact des nouvelles technologies et à sous-estimer l'impact à moyen long terme. Bon, donc la bonne nouvelle, c'est que je pense que si on n'a pas de déni face à ce qui est en train d'arriver, on peut avoir le temps de préparer, de s'y préparer, mais évidemment, il faut s'y préparer parce qu'en plus, en soutien de cette révolution de l'informatique, de l'intelligence artificielle, qu'elle soit conversationnelle, prédictive ou autre, arrivent les ordinateurs quantiques. Un ordinateur quantique, c'est un ordinateur qui fait en quelques secondes des opérations qui prendraient 40 à 50 ans à l'ordinateur le plus puissant actuel à l'échelle de la planète. Donc quand on discute avec des gens d'IBM qui travaillent sur ces sujets ou avec mes anciens collègues de chez Google, ils n'ont aucune idée de ce qu'on va pouvoir faire avec cette puissance-là. Mais c'est sûr que cette puissance-là, croisée avec le soft et la data de l'intelligence artificielle, ça peut faire des choses très intéressantes. Appliqué à l'éducation, puisque c'est un peu le thème de mon intervention, je regarde le chronomètre. Comme je suis varois, je suis un peu bavard. Lors de la dernière keynote d'OpenAI, je ne sais pas si vous avez vu, Salman Khan. Alors Salman Khan, dans le domaine de l'éducation et de l'éducation digitale, c'est un peu notre maître à tous. Il faisait la une du magazine Forbes en novembre 2012. On l'appelait l'instituteur aux 1 million d'élèves. C'est celui qui a vraiment évangélisé l'éducation en ligne et l'éducation sur les plateformes Internet. Il était avec son fils. Ils étaient en train d'interagir avec une intelligence artificielle conversationnelle sur une leçon de mathématiques. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir vous présenter cette vidéo parce que, évidemment, une image vaut 1000 mots. Mais voir un enfant en langage naturel interagir avec un prof, pouvoir l'interrompre, poser des questions sur l'hypoténuse, le côté adjacent, le côté opposé, et donc progresser en interaction, c'est aussi se dire que chacun des enfants connectés à l'échelle de la planète pourra avoir accès aux meilleurs professeurs jamais inventés, jamais accessibles. Donc, encore une fois, je trouve qu'il y a des choses absolument, évidemment, il y a les fakes et les vidéos qui viennent polluer, et nous soyons candides en rien, mais il y a aussi de formidables débouchés. C'est aussi tous les sujets de localisation et traduction des contenus. Gowan a une bibliothèque de contenu de plus de 100 000 cours. Le premier cours qu'on a édité, nous, Corp Academy, quand on s'est créé en 2013, c'est un cours sur la culture digitale. Il nous a fallu 3 mois pour le traduire. Ça nous avait coûté 150 000 €. Traduire un cours aujourd'hui avec ChatGPT, ça coûte 20 $. Et quelques minutes ou quelques heures. Et ça coûte 20 $ et dans pas longtemps, ça va coûter 1 $. On va pouvoir traduire des vidéos. Évidemment, avec des très grosses bibliothèques d'objets de formation, vont venir les vrais sujets, c'est-à-dire pour éviter de submerger les apprenants par un contenu quasi infini, eh bien, vont se poser des questions de curation, c'est-à-dire comment je vais chercher les cours qui me vont bien, des sujets de syndication, d'agrégation d'objets pédagogiques pertinents par rapport à ce que je cherche à faire. Et là, on va pouvoir utiliser toute la puissance des moteurs de type. Alors, évidemment, là, pour le moment, on est encore un peu dans la phase folklorique. Donc, vraiment, le fond de mon message, et je suis sûr que c'est le cas dans vos entreprises, c'est lancer des tests dans vos process,
dans vos process de marketing, dans vos process commerciaux, dans vos process financiers, un business planning. Demain, vous imaginez, enfin déjà la révolution avec les tableurs Excel, parce que c'était, on a continué pendant quelques mois, quelques années à faire des additions sur Excel, puis après on s'est mis quand même à utiliser l'outil dans toute sa puissance. Donc vraiment lancer dans vos entreprises les processus d'application, de test, c'est ce qu'on a fait nous à notre petite échelle, où on a dit à nos équipes arrêtez de nous bassiner avec la dernière vidéo ou le dernier post LinkedIn. Qu'est-ce qu'on fait? Appliquer au process, par exemple, on est dans un modèle B2B, de gain de nouveaux clients. Comment on édite et on produit plus rapidement des cours. Donc on est dans cette phase un peu folklorique où j'ai mon ancien mentor chez Google qui, lui, a calculé le QI de ChatGPT. Si vous dire, c'est intéressant comme démarche. ChatGPT aurait à date un QI de 155, il projette un QI à 1600. Donc évidemment, tout ça peut aussi faire très peur et peut retarder de l'engagement dans des processus de recherche. Il y a une école au Texas qui a supprimé tous ses profs en disant tout ça, ça va être de l'intelligence artificielle. Voilà, moi je suis fils d'institutrice. L'école de demain, c'est avec des instituteurs. Et peut-être même pas d'écran et pas de tablette pendant l'interaction avec les instituteurs. Donc tout ça nous amène à penser le futur de l'éducation. C'était le cas à Davos, avec une vraie frustration d'ailleurs. Mais les thèmes liés au changement climatique sont tellement prégnants qu'il y a des thèmes qui, moi, me semblent encore plus importants, puisque peut-être dans la causalité du tout, qui est le thème de l'éducation. Mais évidemment, il faut penser le futur de l'éducation. Et en tant qu'entrepreneur et dirigeant d'entreprise, pour penser le futur de l'éducation, il faut quand même passer un peu de temps à penser le futur du travail. J'aime bien les citations du CEO de NVIDIA. Donc, vu l'évolution du cours de l'action NVIDIA, je suis avec attention ce que dit Jensen Huang. Mais j'aime bien son expression en disant c'est pas l'IA qui va prendre votre job, c'est la personne qui utilise l'IA qui va prendre votre job. Et on peut appliquer ça aussi à l'entreprise. C'est pour ça que vraiment, je dois avoir un message ce soir, il faut lancer très très vite les process, s'intéresser au sujet. Eric Schmidt, mon ancien président chez Google, qui est vraiment une personnalité absolument impressionnante, dit nous pourrons demander bientôt aux ordinateurs de construire tout ce que nous sommes capables d'imaginer. Mais quand on parle de futur du travail, ça veut dire que moi, l'architecte avec qui je travaille depuis 18 mois dans la douleur au plan de ma maison à faïence, si demain je peux, avec mon épouse et ma famille, expliquer comment je vois la maison, comment on y vit, et avec une IA qui intègre les nouvelles normes, les contraintes, RE 2020, qui est même capable d'anticiper RE 2025, puis peut-être en projectif RE 2035, et puis d'aller déposer le permis, et puis de répondre aux questions. Enfin, ça pose quand même des vraies questions sur l'évolution de ces métiers. Nous-mêmes, appliqués à ce qu'on a fait chez Corp Academy, la création d'une plateforme, il nous a fallu 18 mois pour créer une plateforme avec une bibliothèque de cours significative. On a levé 18 millions d'euros qu'on a investis dans ces projets, plus les coûts de traduction. Le coût de traduction en anglais-allemand du premier cours, c'était 150 000 euros. Je m'en souviens encore avec un peu de douleur. Voilà, si tout ça peut se produire en 2 ou 3 jours, même, allez, je vous le fais généreux, sur une semaine, ça va beaucoup bousculer les modèles préexistants et les jobs. Que vont devenir demain les juristes, les notaires, les greffiers, les juges, tous ces métiers de col blanc, parce qu'un peu à l'instar de la révolution digitale, les révolutions industrielles précédentes avaient beaucoup impacté les cols bleus. Les révolutions dont on parle là, on est d'abord en train de se dire que ça va beaucoup impacter et les cols blancs et le middle management, c'est-à-dire tous ceux dont on a besoin pour accompagner ces transformations. Sur l'industrie du contenu, un peu comme il y a 20 ans, les éditeurs de contenu sont évidemment extrêmement inquiets. Vous avez vu les grèves des scénaristes à Hollywood, mais nous, on travaille avec des centaines d'éditeurs au travers de la planète. Que va devenir l'industrie du contenu? Moi, je pense que la valeur va se déplacer, et je reprends mon exemple du chauffeur de taxi ou de la crémière qui dit je suis quand même très inquiet parce qu'on ne sait jamais si c'est vrai ou si c'est faux. Je pense qu'il pointe exactement du doigt le vrai sujet. La valeur sera dans l'authentification du contenu. On va revenir à
non seulement des systèmes évidemment algorithmiques pour contrer les algorithmes, mais aussi au Stempel, à la marque au sens étymologique du terme. Et donc c'est une très bonne nouvelle, parce que je pense que ce qu'on vit là, c'est une révolution de la compétence et de l'expertise. À la fin, ne doutons pas du fait que pour accompagner l'IA, il faudra beaucoup d'expertise, il faudra beaucoup de compétences, et j'accompagne un peu un de mes professeurs de Cochin qui s'est associé avec... ouais, j'ai bientôt fini, avec 2 Coréens sur de la robotique appliquée à la santé. Mais tout ça se nourrit évidemment de beaucoup de compétences humaines. Le dernier sujet lié à la révolution de l'éducation, le futur de l'éducation, c'est l'apprentissage tout au long de la vie. En fait, vous voyez ces chiffres sur les jobs qui vont être détruits, les jobs qui vont être créés, l'émergence de nouveaux jobs. 2/3 des jobs vont être impactés par l'intelligence artificielle. Si on ne sait pas bien où on va, en fait, les experts n'ont aucune idée de combien de jobs vont être créés, combien de jobs vont être discutés. Mais si on ne sait pas bien où on va, alors il est très important de casser ce cycle où on se forme jusqu'à 25 ans, et puis après, ce sont les entreprises qui prennent le relais. Et puis, passé 50 ans, quand on voit les investissements à l'échelle de la planète, c'est vraiment flagrant. Je vous aurais passé la courbe. Jusqu'à 25 ans, les investissements cumulés dans l'éducation, c'est 16 000 milliards de dollars. Passé 25 ans, on rentre dans le monde du travail, ça chute à 5 000 milliards de dollars. Donc là, c'est la prise en charge, en particulier en France, par les entreprises de la formation des adultes. Et puis, passé 50 ans, ça tombe à 1 500 milliards de dollars, c'est-à-dire 10 fois moins que sur le premier cycle de la vie. Ce cycle-là n'est plus du tout adapté à ce qui s'annonce. Ma fille qui vient de passer 6 ans chez L'Occitane, ben là, elle est en formation pour changer de métier. Passer du développement produit à data analyst au bout de 6 ans. Ce n'est pas ma génération à moi où on changeait de métier 1, 2 ou 3 fois dans la vie. Donc, pour ça, il faut vraiment repenser horizontalement l'ensemble des investissements et repenser le rôle clé des entreprises. Donc là, je le dis dans ce cénacle, je ne le dirai pas en dehors, de peur d'être lynché, mais les entreprises vont jouer un rôle clé dans la délivrance des diplômes et des certificats. C'est-à-dire que je pense qu'un profil LinkedIn demain, c'est un diplôme, 2, 3 et des centaines de certificats, dont certains délivrés par des entreprises. Moi, j'ai fait un cursus marketing chez Danone, qui était ma première maison. Marque 1 pour les chefs de produits, Marque 2 pour les chefs de groupe, Marque 3 pour les directeurs marketing. Puis j'ai été amené à animer ces séminaires en tant que directeur marketing avec un prof d'HEC. Ben, ce n'était pas un diplôme reconnu par les autorités, mais les chasseurs de tête savaient ce dont on parlait. Chez SFR, quand je recrutais des directeurs qualité, j'allais les chercher chez General Electric avec le label Black Belt. Mais toutes vos entreprises ont des domaines de compétences exceptionnels, différenciants, singuliers, et pourraient être amenés, devraient être amenés d'ailleurs, à délivrer et à participer de cette montée en compétences globales, y compris en délivrant des diplômes à l'extérieur de l'entreprise. Enfin, en conclusion, et puisque le thème c'est oser, j'ose proposer. Je vous en prie, mais je voulais qu'Audrey écoute. Je pense qu'il est très important d'élargir le débat sur le futur de l'éducation au-delà des professionnels de l'éducation. Je pense que c'est une approche écosystémique, c'est une approche absolument transversale. Et donc, j'ai réussi à obtenir la création en Suisse, où je vis depuis 11 ans, d'un événement fin novembre sur le futur de l'éducation. Il n'y a pas de Davos de l'éducation, avec les 2 présidents des écoles polytechniques fédérales, dont l'école de Zurich, qui compte pas moins de 24 prix Nobel. Et l'idée là, c'est évidemment d'avoir des scientifiques experts de la révolution pédagogique, parce qu'il s'agit, c'est le fils d'institutrice qui le dit avec beaucoup de conviction, de repenser la pédagogie avec tous les outils mis à disposition. Mais il faut des scientifiques au cœur, mais il faut aussi des chefs d'entreprise, mais il faut aussi des médias, mais il faut aussi des investisseurs dans le secteur de l'éducation, mais il faut aussi des parents qui sont quelquefois... qui se raccrochent un peu à l'arrache à l'ensemble de la démarche pédagogique. Donc voilà, donc j'ose ce soir faire un appel, et je pense qu'après avoir lu le rapport de l'Institut Montaigne de juin 2023 dernier, je pense que la région et Marseille sont particulièrement bien placés pour être en pointe sur l'innovation pédagogique. Merci beaucoup.
Merci Jean-Marc. J'invite désormais nos invités à nous rejoindre sur scène. Marc Simoncini, Sabrina Erlori-Rouget, Eric Crabe. Vous vous installez. Eric arrive du Festival de Cannes directement. On va peut-être tous faire pareil. Alors, en toute franchise, moi aussi j'ai demandé des lunettes. Elles arrivent, désolée. Merci beaucoup. Alors, je vais passer au-dessus pour Jean-Marc. Te dire que nous, on a Amber avec nous. C'est un chien guide d'aveugle, mais on l'adore. Et tout le monde va avoir droit à sa présentation un peu sympa. Donc vous avez le droit, l'humilité ce sera pour ce soir ou pour demain matin, mais aujourd'hui non. Je vais commencer cette table ronde en 2 temps. Donc un temps très entrepreneurial et on terminera par le volet un peu RSE qui anime en tout cas les activités au sein de l'agence et je pense tout le monde ici présent. Donc je commence par vous, Marc. Vous êtes l'homme qui a mené les cœurs et les idées vers le succès. Imaginez un monde, en tout cas essayez, où les rencontres se font en un clic, où les lunettes ne sont plus un luxe et où pédaler dans les rues devient une déclaration de style. Ce monde, vous le connaissez peut-être, c'est celui imaginé et permis par Marc Simoncini. Avec e-France, vous avez ouvert la porte du web aux Français. Avec Mythique, vous avez révolutionné la rencontre en ligne et permis quand même à 8 millions de couples de se former. Avec Sensi, vous avez défié le marché de l'optique. Et avec Angel, vous avez osé redéfinir l'élégance urbaine. Aujourd'hui, vous œuvrez chez Daphne et en tant que business angel dans l'émission « Qui veut être mon associé » sur M6. Vous mettez votre expérience et votre vision au service de ceux qui continuent d'oser et d'innover. Et pour ça, je pense qu'on peut tous vous en remercier. Alors, je commence. J'ai quelques questions à vous poser et après, on aura une discussion, on va dire... tenez, je vous donne le mien. C'est peut-être plus simple. Alors Marc, vous incarnez l'audace et la pugnacité. Sont-elles les clés pour transformer une idée en succès? Et est-ce que cela suffit-il ou faut-il d'autres qualités? Alors ça suffit, non, mais si on ne l'a pas, c'est sûr que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, à quelques exceptions près, les gens qui entreprennent n'ont pas forcément ce destin au départ dans leurs mains. C'est des gens qui ont fait des études mais qui pensaient devenir commerciaux, ou c'est des gens qui n'ont pas fait d'études, il y a beaucoup d'autodidactes. Et puis un jour, ils ont une idée, ils ont le courage et ils se lancent. Et à ce moment-là, ils n'ont aucune idée du fait de savoir s'ils ont ou pas la qualité principale dans l'entrepreneur qui est la résilience. Si à la première chute, vous abandonnez, alors il faut vraiment être un génie parce qu'il faut réussir du premier coup. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Et le problème de la résilience, c'est que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas si on l'a. Donc c'est un métier un peu d'inconscient, parce qu'on part sur un chemin sans aucune arme, sans aucune connaissance de soi. Souvent on est jeune, psychologiquement on ne sait pas tellement encore comment on est fabriqué. Et on va partir dans un métier dont, c'est ce que je disais à mon fils, quand il me demandait ce que je faisais, il était tout petit, il me disait « mais c'est quoi ton métier papa ?» Et je lui disais « c'est d'avoir des emmerdes par email ». Et le métier de l'entrepreneur, c'est ça. Si vous regardez, 99,9% des messages que vous recevez, c'est des problèmes. De temps en temps, vous avez un gars qui vous dit j'investis, de temps en temps, il y a un client qui vous dit j'achète, mais la plupart du temps, tout le monde veut vous tuer. Vos salariés veulent être augmentés, vos fournisseurs veulent vous buter, vos concurrents font tout pour vous tuer, et quand ça ne suffit pas, c'est l'État qui s'y colle. Donc votre job, c'est de rester debout face à tout ça. Et donc cette fameuse résilience, elle est indispensable, sauf, encore une fois, à être un génie, j'en connais, mais peu. Vous avez osé plusieurs fois, à plusieurs reprises. Est-ce que ça a marché à tous les coups? Et est-ce que vous avez la même énergie aujourd'hui qu'il y a quelques années? Je ne cite pas le nombre. Alors l'énergie, oui, parce que moi, c'est ce que je disais à mon camarade tout à l'heure, j'ai fait des trucs assez faciles, hein. J'ai fait du digital, donc vous savez, le digital, on est devant un ordinateur, si on se trompe, on corrige, on se lève la nuit, on change. Et donc c'est assez facile, en fait, je viens de me rendre compte, et j'ai fini par l'industrie. Et c'est ce que je lui disais, c'est que là, je finis à 4 ans de la retraite en montant le Tourmalet à vélo, sauf que je ne vois pas où est le haut du Tourmalet parce qu'il est en brouillard.
Et donc j'ai fait ma carrière à l'envers. J'aurais dû commencer par les trucs très chiants et très difficiles que sont l'industrie, et j'aurais fait le digital après. Bon, la vie, malheureusement, m'a fait faire ça dans l'autre sens. Donc ça nécessite beaucoup d'énergie sur la fin du tour, là. Mais comme j'ai voilà, j'ai le haut de la montagne en visuel, je me dis que je vais tenir jusque-là, mais il faut une énergie de dingue, hein. Ça, c'est une caractéristique commune. Alors je dis toujours, c'est la dernière page de mon livre, tous les entrepreneurs que je connais, ils ont un moteur. Ils ont un vrai moteur dans le ventre. Et ce moteur, il est alimenté par on ne sait pas. Ça peut être la colère, la douleur, l'ego, l'envie. Il y a quelque chose qui fait qu'on a une énergie particulière pour une bonne raison, parce que c'est que si on ne l'avait pas, la voiture serait tombée en panne depuis longtemps. Donc il y a un gros moteur en général dans le ventre des entrepreneurs. Moi, je ne suis pas entrepreneuse, mais ça me fait penser au footing. C'est comme le footing, il y a de l'adrénaline. Alors, c'est pas parce que je dis que les entrepreneurs ont un gros moteur que les autres en ont un petit. Hein. Ah, mais en tout cas, les entrepreneurs, ils en ont un gros, ça c'est sûr. Mais parfois, on ne sait pas pourquoi on court, mais on y retourne. Non, ouais, ça s'appelle une psychanalyse, c'est long aussi. Ça, je n'ai pas la prétention de l'entamer ce soir, en tout cas. Marc, du coup, votre profil est intéressant. Vous voyez des dizaines, des centaines d'entrepreneurs passer dans cette émission, mais plus globalement dans votre quotidien aujourd'hui. Pour vous, comment se dessine l'avenir de l'entrepreneuriat justement en France, mais pas que, peut-être d'ailleurs? Alors, en dehors de la France, je suis personne et ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas les qualités pour, donc je suis resté toujours en France, malgré beaucoup de gens qui ont essayé de me faire partir. Mais je suis resté là. Et ma modeste contribution à ce pays, c'est d'avoir essayé d'injecter l'envie d'entreprendre depuis très longtemps dans la tête des jeunes. Il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir un peu d'argent, parce qu'on parle de ça dans les années 2000. Et dès les années 2000, j'ai tout de suite réinvesti ce que je croyais être de l'argent, qui était en fait des actions en papier qui ne valaient plus rien plus tard. Mais j'ai investi ce que j'avais dans de jeunes entrepreneurs qui se lançaient. Et j'ai beaucoup parlé, beaucoup passé de temps avec les jeunes pour essayer de leur donner envie d'avancer sur le chemin de l'entrepreneuriat. Pas forcément des gamins qui avaient fait beaucoup d'études, mais des gamins qui avaient des idées, qui avaient de l'enthousiasme, qui avaient un gros moteur. Et j'ai fait ça depuis 20 ans, je ne suis pas le seul. On l'a fait beaucoup avec Xavier Niel, on l'a fait avec Jacques-Antoine Grandjean, puis d'autres ont pris le relais. Et puis maintenant, c'est les jeunes qui s'y collent. Et on a, je suis désolé si c'est un peu long, mais j'avais fait ma première conférence. Alors toi, tu disais, tu étais à Davos. Moi, j'étais à la chambre de commerce de Châteauroux. Et il y avait une école de... c'est vraiment... Enfin bon, je faisais ce que je pouvais. Et il y avait une école de commerce là-bas. Et après avoir parlé, j'ai demandé aux étudiants, c'était dans les années 90, combien d'étudiants avaient en tête l'idée de se lancer. Et dans une école de commerce, à l'époque, j'avais eu 3 doigts qui s'étaient levés. Cut. 25 ans plus tard, on a monté une école d'Internet. Et donc là, c'est des gamins qui venaient post-bac. Ils venaient juste d'avoir leur bac. On faisait notre discours, le même qu'à Châteauroux, c'est toujours le même. Hein. Et là, je demande qui a en tête de lancer une entreprise. Et il y avait les 2/3 des gamins. Et ça, c'est un des trucs dont j'étais le plus fier. Parce qu'on a réussi, à force d'exemples, à force de redistribution de notre temps, et aussi de l'argent qu'on a gagné, à faire que la France est devenue un grand pays d'entrepreneurs. Et ça, on en est vraiment très fiers. Merci Marc. Sabrina, tu es une alchimiste de l'entreprise, mais ton domaine, c'est la beauté. Tu as débuté chez l'Occitane, un des leaders industriels de la région, où tu as passé près de 10 ans avant de rejoindre le groupe Estée Lauder en tant que directrice générale de MAC Cosmétiques. En 2021, tu fais un pari, celui de prendre la tête d'Aromazone, une autre pépite du Sud, spécialisée dans la beauté et le bien-être naturel, mais qui est encore à l'état brut et mérite d'être façonnée pour devenir le phénomène qu'elle est devenue aujourd'hui. Tu maries aujourd'hui avec brio et passion les huiles de l'entrepreneuriat et les essences de l'engagement. On y reviendra, notamment pour la transition écologique, mais aussi pour l'égalité des chances et aussi celle des petites filles. Je t'en félicite. Sabrina, tu es une passionnée, tu aimes créer de la valeur. Je ne te connais pas très bien, mais un petit peu quand même, j'ai cette chance. Et je sais que tu aimes bouleverser les choses et relever les défis. C'est ton tempérament, c'est inné, mais est-ce que ça s'apprend ? Déjà, merci Audrey, ça me touche énormément. Donc je pense qu'être passionné, c'est quand même une question de tempérament. Et j'ai quelques origines méditerranéennes. Je crois que ça va puiser là.
Et sinon, je suis assez d'accord avec ce que disait Marc à l'instant. Je pense que l'ambition, voir grand, la résilience, la détermination, c'est quand même un muscle qui se répète et qu'on doit recommencer un peu tous les jours. C'est pas quelque chose complètement... Alors, on a la sensation d'eux, mais en vérité, c'est vraiment à l'épreuve qu'on y arrive. Et puis, je rajouterais peut-être quelque chose qui est que moi, je reconnais que j'ai énormément besoin d'être portée par quelque chose de plus grand que moi. Aromazone, c'est un très grand projet de transformation sociétale. Et je pense que ça donne une énergie absolue, parce que ça donne aussi une responsabilité énorme. Et je pense aussi que je suis très redevable à mon pays. Je suis une femme française, j'ai bénéficié d'une éducation dans ce pays. Et je pense que créer un champion français au niveau européen, basé dans les territoires, dans le Vaucluse, eh bien, c'est aussi une façon de faire ma part. Merci. Avec une expérience comme la tienne, est-ce qu'on arrive encore à être surpris par la vie de l'entreprise, par une idée qui émerge, par une opportunité ? Je pense que personne ne peut dire aujourd'hui que nous ne sommes pas surpris au quotidien. Je pense qu'on est la génération de l'innovation, comme nous l'avons très brillamment entendu précédemment. La chose que je dirais qui a été très nouvelle pour moi et que j'ai découverte chez Aromazone et qui est un modus operandi exceptionnel et qui est en train de créer finalement un nouveau modèle d'affaires, c'est l'écoute active des communautés. Alors ça n'a l'air de rien, mais c'est vrai que je viens d'un monde où en vérité on décrète des tendances, tout part du haut pour aller vers le bas. Nous, c'est exactement l'inverse. On écoute profondément des vrais gens dans la vraie vie qui ont des vraies problématiques, qui nous les remontent. C'est des dizaines de milliers de verbatims hebdomadaires qui sont aujourd'hui, sur lesquels on est énormément aidé justement par l'IA, justement, sémantique, qui nous aide à les traiter et qui nous donne toute notre feuille de route. J'ai toujours tendance à dire que chez nous, personne n'arrive le lundi en disant « cette année, c'est l'année du bleu ». Ça, c'est absolument même interdit. Et c'est assez formidable parce qu'en fait, ça dérisque énormément le business, puisque tout ce que nous lançons, notre plan d'innovation, toutes les ouvertures de magasins que nous pouvons faire, toutes les innovations technologiques sur notre site, nous sommes un des plus gros sites e-commerce français aujourd'hui, avec un centre d'expédition basé à Châteauneuf-de-Gadagne, je tiens à le souligner. Eh bien, toutes nos innovations sont totalement dérisquées parce que prévendues. Pas parce qu'on est des génies, mais parce qu'en fait, finalement, on a l'humilité et la simplicité d'écouter l'intelligence collective. Et ça, je crois que c'est assez nouveau. Et c'est une grande nouvelle façon de faire du capitalisme, mais plus raisonné et plus intelligent, je crois. Bravo. En tant que directrice générale d'Aromazone, justement, peux-tu nous parler de la décision la plus audacieuse que tu aies prise pour l'entreprise et comment cela a évolué, cela a influé, sur son évolution, justement, quand tu es arrivée, j'imagine? Il y en a eu, je ne sais pas si c'est des décisions si audacieuses, en fait, a posteriori, elles semblent si naturelles. C'est peut-être ça, finalement, les grandes innovations, c'est quand c'est finalement très, très naturel. J'ai surtout... je suis arrivée, ce que je me suis astreinte à faire pendant quasiment 18 mois, c'est justement lire ces verbatims hebdomadaires. Je ne suis pas arrivée en me disant, j'ai la science infuse, c'est un secteur que je connais. Je connais la beauté, je connais l'omnicanal, j'ai dirigé différentes boîtes, très successful, donc je vais calquer des recettes que j'ai apprises précédemment. Je me suis dit, pour rentrer dans l'entreprise, la chose la plus intelligente, ce sera probablement d'écouter ce qu'en disent les clients. Là où ils gueulent, là où ils sont contents, ce qu'ils désirent, ce qu'on n'a pas encore fait, ce qu'on peut améliorer, etc. Et je pense que véritablement avoir pris les choses de cette façon très pragmatique et très modeste nous a permis d'avoir des énormes succès. C'est ce qui nous a permis de lancer des compléments alimentaires, par exemple, qui n'existaient absolument pas. Et 12 mois après, nous sommes premiers vendeurs en volume online en France de compléments alimentaires et de collagène marin, qui, j'insiste, était une verticale qui n'existait absolument pas dans notre métier il y a encore 12 mois. Merci. Éric, vous êtes un vrai routier de l'innovation, Éric. Vous êtes aujourd'hui vice-président à l'anticipation stratégique et à l'innovation et au développement durable du groupe Michelin. Michelin qui récemment fait l'actualité avec l'annonce de la mise en place d'un salaire décent permettant, je cite, à ses collaborateurs les moins payés de sortir du mode survie. Voilà une forme d'innovation et d'audace. Vous avez créé un Open Lab d'innovation qui rassemble plus de 3000 entreprises de la mobilité.
Vous êtes aux premières loges pour observer les tendances émergentes et les innovations de rupture dans votre domaine. En bref, vous êtes le pilote idéal pour conduire la mobilité durable avec nous ce soir. Eric, quelques questions. Dans un groupe international comme Michelin, où on est sur un marché aussi concurrentiel que celui de l'automobile, est-ce qu'on peut encore oser essayer et tester ? Oui. Vous n'imaginez pas que j'allais vous dire non. C'est d'autant plus important qu'on est confronté à des sujets qui sont quand même assez monstrueux. Hein. On a en face de nous alors des enjeux de formation, Jean-Marc l'a beaucoup dit, mais on a surtout aussi des enjeux de climat, de biodiversité qui sont monstrueux. Et là, on revient au rôle de l'entreprise. Une entreprise, elle n'est pas seulement faite pour faire du profit, assurer sa pérennité, assurer les investissements qui vont lui permettre de faire face à la concurrence et à la compétitivité dont tu parlais. Elle est faite aussi pour assurer le bien-être de ses salariés. Et si on revient à l'origine de cette entreprise, c'était fait par des salariés qui prenaient des initiatives et qui prenaient des risques. Elle est faite aussi pour l'écosystème qui l'environne, le préserver. Sinon, elle est elle-même détruite. Donc on revient au grand classique dont on a tous entendu parler, qui est Profit, People, Planet. Il y a un équilibre à trouver. Ce n'est pas profit ou people ou planète, c'est profit et people et planète. Alors, les grands enjeux, et là, je voudrais rebondir un petit peu sur ce que ces trois éminents intervenants ont dit. Les trois enjeux, enfin les enjeux auxquels on est confronté, oui, il va falloir des entrepreneurs comme Marc, ou comme toi, ou comme lui, Jean-Marc. Je vais en reparler d'ailleurs de Jean-Marc, parce qu'il m'a beaucoup aidé, il ne le sait pas, mais il m'a beaucoup aidé. Il va falloir une prise de risque, un moteur, mais il va falloir des écosystèmes. Il va falloir que nous travaillions ensemble. Parce que ces enjeux dont je parle, le climat, Michelin tout seul n'a aucune chance. D'ailleurs, Google tout seul non plus. Toyota tout seul non plus. La biodiversité, pareil. L'économie circulaire dont je parlais avec Marc, ITOU, par définition, c'est un sujet écosystémique. Le problème, c'est que nous avons tous des cultures d'innovation différentes. Prenez une start-up et un grand groupe comme Michelin. Les horizons de temps, rien à voir. Le start-upper, je l'ai été, il ne sait pas s'il paye son salarié à la fin du mois. Le petit start-upper early stage. Michelin, ce n'est pas son sujet. Ils ont des cultures d'innovation totalement différentes, des méthodologies différentes, des boîtes à outils différentes. Et pourtant, il va falloir les faire travailler ensemble. En particulier les start-up et les grands groupes, mais pas que. Il va nous falloir des académiques, Jean-Marc est bien placé pour en parler, qui vont nous apporter des concepts, qui vont nous apporter des nouvelles idées. Il va nous falloir des organisations publiques, des autorités publiques. Aujourd'hui, si vous voulez révolutionner la mobilité et la rendre plus durable, vous ne pouvez pas le faire sans les villes, vous ne pouvez pas le faire sans les régions, vous ne pouvez pas le faire sans les États. Vous avez remarqué que, par exemple, vous avez des ponts qui se cassent la figure à peu près partout dans le monde actuellement, y compris en France. Pourquoi ? Parce que ce sont des ouvrages d'art qui sont extrêmement coûteux à rénover et qu'un État seul ne va pas y arriver non plus. Donc l'inverse, c'est vrai. Il va falloir aussi que les entreprises, les grandes entreprises, se mettent à faire des partenariats publics-privés, qu'il va falloir d'ailleurs au passage réinventer. Donc vous voyez un peu l'enjeu ou les enjeux qui sont en face de nous. Donc oui, oser, bien entendu, il faut continuer à le faire, c'est le propre d'une entreprise, mais il va falloir oser ensemble. Et là, ça devient plus compliqué. Et justement, au sein de Michelin, comment vous cultivez cet écosystème d'innovation ? Alors, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu deux patrons successifs, Jean-Dominique Sénard, qui est maintenant à la tête de Renault et de Nissan, et Florent Ménégo, qui est à la tête de Michelin, qui m'ont laissé faire, dans un premier temps, sous le radar. J'ai testé un certain nombre de méthodes, un certain nombre d'outils pour essayer d'innover en écosystème. Parce que dès que vous innovez en écosystème, et ces messieurs-dames ne vont pas me contredire, dès que vous avez des startups, plusieurs grandes entreprises autour de la table, 2 villes, 3 organisations internationales et 2 autorités publiques, vous allez tout de suite avoir le problème de la question de la répartition de la valeur. À peine vous avez commencé, vous avez déjà des juristes qui vous disent « Oups, attendez, on va protéger notre propriété intellectuelle ». Ça commence mal pour la coopération. Donc des grands enjeux de propriété intellectuelle, de partage de la valeur, il faut les traiter. Et d'ailleurs, je rentre, il ne le sait pas Jean-Marc, mais dans le monde de la formation, puisque je suis en train de développer une formation à l'innovation en écosystème. Alors ça va lui faire peur. Donc j'ai réussi progressivement
à convaincre de grandes entreprises qui ont quand même beaucoup de leviers pour innover en écosystème, de me rejoindre. Et effectivement, aujourd'hui, l'écosystème fonctionne, il s'appelle Moving On, et je suis en train d'essayer d'en créer dans d'autres secteurs d'activité parce que je pense que ces bonnes pratiques doivent se multiplier dans bon nombre de secteurs d'activité. Merci Eric. Justement, on revient sur certaines innovations quand même, hein. Les trottinettes en libre service, ça ne plaît pas à tout le monde. Vélos, il y a des beaux vélos qui arrivent. On a de beaux vélos, j'avoue. Nous touchons du doigt le véhicule autonome. Nous fantasmons encore sur les trains supersoniques ou les voitures volantes. Bon, qu'est-ce qui nous attend dans les années à venir? Quels sont les changements qui vont vous bouleverser, justement, notre manière de nous déplacer au-delà du beau vélo de marque? Est-ce que j'ai le temps pour une petite anecdote? Oui, on a le temps, pas de problème. Dans les années 2010-2011, si vous vous en souvenez bien, c'était la grande période du véhicule autonome. À ce moment-là, on parlait beaucoup de véhicules autonomes. Et moi, j'étais influencé, à ce moment-là, je n'avais pas mon écosystème, j'étais influencé par mon environnement proche, c'est-à-dire mes principaux clients qui sont les constructeurs. Donc j'écoutais mes constructeurs. Et qu'est-ce que disaient les constructeurs, pour ceux qui s'en souviennent, et je suis sûr qu'il y en a certains qui ont lu, comme moi, en 2010-2011, eh bien, ils nous disaient, maintenant, là, en 2024, vous roulerez en véhicule autonome. Donc je voudrais maintenant que ceux qui roulent en véhicule autonome lèvent le doigt. Voilà. Vous avez compris. Et moi, je continuais à dire à mon comité exécutif, qui m'interrogeait sur l'avenir du véhicule autonome, comme vous le faites, Audrey, eh bien, on va rouler en véhicule autonome en 2024. Eh oui. Quand vous avez un écosystème étroit, trop étroit, vous dites des bêtises. Il a fallu qu'un Jean-Marc Tassetto me dise « Mais tu ferais bien d'aller voir Google Car à Mountain View. Silicon Valley, ils sont en train de prévoir quelque chose, c'est pas mal. » Il m'a organisé quelques jours d'échange, tu te souviens peut-être, à Mountain View. Alors là, j'ai compris deux choses. Il avait raison, les gaillards de Google avaient des compétences que je n'avais pas imaginées dans l'algorithmie, dans le big data, dans la capacité à gérer les données, des millions de données qui sortent d'un véhicule, mais ils n'y connaissaient absolument rien en véhicule. Un châssis, ils ne savaient pas ce que c'était. Des freins, ils ne savaient pas ce que c'était. Et pour la grand-mère qui traverse le trottoir, c'est bien d'avoir un algorithme, mais s'il n'y a pas de frein, la grand-mère est écrasée quand même. Ils n'avaient encore aucune idée d'un pneu, et donc, évidemment, je me suis dit, ça ne va peut-être pas se faire tout de suite, la Google Car. D'ailleurs, vous en avez vu que ceux qui ont vu une Google Car? Non, toujours pas. Deuxième chose que j'ai faite, j'ai été voir Orange sur la 5G. Et ils m'ont dit, bah oui, alors un véhicule autonome, il va y avoir de la donnée. Hein. Et je dis, d'accord, mais les ruptures de faisceau, ça va être géré. Ah, ça dépend du nombre d'antennes. Quelquefois, il va y avoir des ruptures de faisceau, Eric. Ça, c'est pas bon pour la grand-mère non plus, qui traverse le trottoir. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise à ton comité exécutif? Ces véhicules autonomes en 2024, jamais de la vie. Des navettes autonomes, oui, parce que l'environnement est complètement maîtrisé, on peut photographier, visualiser tout le parcours. C'est lent, ça va à 20 à l'heure, on va même plus vite à pied quelquefois, encore plus en vélo. Ça, oui. Et puis il y a des endroits sécurisés, des centrales nucléaires, etc., où ça fait du sens. Mais les véhicules autonomes, pour nous, là, au quotidien, niveau 5, c'est-à-dire vous lisez le journal quand vous allez à votre bureau, vous ne touchez plus au volant, eh bien, on n'en a pas. Donc, je vais me garder, Audrey, de faire le malin en faisant des prédictions. J'ai quand même un peu de tendance, je travaille beaucoup sur les tendances et la prospective, donc j'aurais envie de donner quand même quelques réponses. Dans le domaine de la mobilité, oui, on va s'amuser avec un certain nombre de petites choses volantes, on va s'amuser avec peut-être quand même de l'autonomisation, mais ça va être à la marge. Ce qui me paraît majeur d'intégrer tout de suite, c'est qu'on va avoir des véhicules qui vont devoir être plus légers, si on veut moins consommer. Les batteries, c'est très lourd. Il faut les porter, il faut les porter durant tout le trajet. Il va falloir travailler sur les énergies, le mix énergétique. J'entends des débats sans fin sur « Ah, mais il vaut mieux faire de l'électricité, de l'hydrogène, du biocarburant ». Il va falloir faire tout. On aura besoin de tout si on veut vraiment infléchir les courbes. Je vous rappelle quand même que les courbes d'émissions de CO2 sont toujours à la hausse, hein, et que la biodiversité, ça va toujours pas bien. Donc si on veut vraiment avoir des disruptions à ce niveau-là aussi, il va bien falloir qu'on utilise toutes les capacités, tous les leviers qu'on a en face de nous.
Je pense que le service va beaucoup se développer. Finalement, aujourd'hui, on continue à acheter des véhicules pour faire tout. Mais en fait, on a des usages très différents. Donc, acheter un véhicule qui fait tout, ça n'existe pas. Donc, il vaut mieux qu'on, par le biais de location, par le biais de services, on puisse, en fonction de son usage, choisir le véhicule qui nous va bien. Ensuite, je pense qu'il va falloir qu'on traite la question de la ruralité, des gens qui n'ont pas d'autre option que de prendre leur véhicule polluant parce que très ancien et parce qu'ils n'ont pas l'argent d'en acheter un autre, encore moins un véhicule électrique qui coûte cher. Et là-dessus, je travaille avec l'ADEME sur des véhicules intermédiaires dont je parlais avec Marc, qui sont des tricycles électriques ou des quadricycles électriques qui vont pouvoir offrir une alternative aux véhicules polluants dans la ruralité, pour aller à la ville d'à côté, chez le médecin, ou à l'université, ou acheter ses courses, tout simplement. Donc il y a beaucoup de choses comme celle-là qui sont pas révolutionnaires au sens ça fait pas rêver, mais c'est quand même ce qu'il va falloir faire. Et puis je finirai peut-être par une étude qu'on a menée avec Kantar, un institut d'études sur les jeunes générations. Et les jeunes générations, sur la question de l'avion, qui est un gros débat actuellement, nous disent oui, nous on acceptera dans une certaine mesure à ne pas se déplacer autant que vous peut-être en avion, mais on va être plus malin, on va gérer notre temps. C'est-à-dire que quand on va se déplacer en avion, on va en profiter pour faire des loisirs, on va en profiter pour cumuler des objectifs, et donc on va être beaucoup plus rationnel. Et puis, il faut aussi, j'allais l'oublier, ça c'est fondamental, en voyant Jean-Marc et Marc, je me le rappelle, c'est évidemment investir massivement sur le big data, les données de mobilité, donc les données des véhicules, sur les algorithmes, sur l'intelligence artificielle, parce que c'est quand même aberrant que même en France, ça soit aussi peu efficient, les transports. Quand vous avez une multimodalité, que vous voulez travailler sur du train, du taxi, de véhicules, car sharing, etc., c'est un cauchemar. Donc rien n'est efficient. Donc il va falloir travailler sur l'efficience, et le meilleur moyen de travailler sur l'efficience, ces messieurs en parleraient mieux que moi, c'est effectivement de travailler sur les données et sur la gestion du parcours de mobilité. Voilà un peu ce que j'ai envie de dire sur le plan prospectif. Merci Eric. Jean-Marc, j'ai un peu la même question parce que je suis curieuse et je lâche pas, hein, sur l'avenir de l'éducation. Tu as dit dans ta keynote... Demain, nos enfants à l'école auront des professeurs et d'ailleurs certainement pas des tablettes. On voit aujourd'hui que dans toutes les institutions, on achète des tablettes aux enfants. Moi, personnellement, je hurle dès qu'il y a un téléphone près de la tête de mes petits. Qu'est-ce qui se joue? Quel est l'avenir de l'éducation? Comment on fait coexister le e-learning, donc un domaine que tu connais parfaitement, avec l'école et les instituteurs de nos petits et moins petits d'ailleurs? Mais je pense que ce qui se joue vraiment, c'est l'avenir de l'éducation. C'est-à-dire qu'on est sur une fin de cycle. L'éducation par laquelle on est passé, on s'en est plutôt tous très bien sortis. Hein. C'est une éducation qui a été conçue. Les lycées impériaux sous Napoléon, mais que garçons, mais même cours de maths à la même heure dans tous les lycées. Matinée d'accélération, Troisième République, les hussards noirs de la République. Et on arrive en fin de cycle, c'est-à-dire le côté je suis prof, j'enseigne de la même façon, le même contenu, à la même vitesse, à 30 élèves qui sont tous différents, c'est la fin, c'est fini, ça ne peut pas perdurer. Je rajoute le sujet architectural, on continue à construire des collèges, des lycées, des salles de formation sur les plans du XVIIIe et du XIXe siècle. C'est-à-dire un prof qui parle de façon tutélaire devant des élèves assis. Les sièges sociaux des grands acteurs de la Big Tech, ils sont tous horizontaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que le XXe siècle était vertical, sauf dans certains pays qui aiment ériger des tours, ça c'est bien une histoire de mec. Le XXIe siècle sera horizontal au plan architectural. Donc, ce qui se joue, c'est l'avenir de l'éducation. Moi, ce qui me frappe, c'est, en parlant avec toi, c'est ma fille qui est déjà angoissée par l'avenir de ma petite fille qui a 2 ans, qui est merveilleuse. Je ne sais pas si vous avez parlé de ma petite fille. Pardon. Mais voilà, c'est l'inscription à la maternelle, c'est l'année prochaine. Et je ne sais pas à quel moment on leur a mis dans la tête qu'à 7 ans, tout était foutu. Mais c'est catastrophique. Plus l'angoisse générale de l'éclipse, à mon avis,
ce n'est pas le cas. Je pense qu'il faudrait démoyenniser les fameux classements internationaux pour bien comprendre ce qui se passe vraiment dans notre beau pays. Il y a une très grosse angoisse face au secteur public de l'éducation dans les grands pays de l'OCDE. Il y a une ruée vers le secteur privé. Enfin, il y a des choses qui sont en train de se passer, pas bien se passer. Ça tombe bien, il faut qu'on se repose des questions. L'éducation pour quel type de citoyen? Comment on passe de la connaissance à la compétence? Moi, je me moque des ascendants qui apprenaient les préfectures, les sous-préfectures. Mais peut-être que mes petits-enfants se moqueront du fait qu'on a appris des langues à l'école et qu'on a appris par cœur des textes d'histoire ou pas, je ne sais pas. Donc il est urgent de se poser, en mode écosystémique, y compris avec les parents, y compris avec ceux qui ne sont pas légitimes. Moi, je ne vous cache pas que quand on s'est créé il y a 10-12 ans, on nous a quand même expliqué qu'on ne venait pas du monde de la formation et qu'on n'était pas légitime pour parler de ces sujets. On a dit, c'est la bonne affaire, ça tombe bien, merci du compliment, et on va parler d'éducation et de formation, je vous garantis, on ne va pas se gêner. Donc, voilà, ce qu'il faut là maintenant, moi, mon point, c'est de tester ce que vous avez fait à Marseille, ce que le rapport de l'Institut Montaigne soulignait. Singapour, l'exemple de Singapour, c'est la classe inversée. C'est-à-dire les écrans sont à la maison sous contrôle, la leçon est apprise à la maison, le professeur n'est plus devant les élèves, il est au milieu des élèves. C'est un travail en groupe qui est organisé. Les groupes sont constitués de manière scientifique, avec un bon élève, un élève en difficulté, 2 élèves moyens, d'ailleurs un peu antagonistes pour créer des tensions et de la bonne dynamique. Les profs eux-mêmes sont... Il n'y a personne de l'éducation nationale ici, j'en profite. Leurs collègues assistent à leurs cours pour faire des retours d'expérience. Bon, on est à des années-lumière de ce qu'on pourrait... Mais il faut absolument expérimenter. Parce que on va avoir besoin de citoyens qui ont d'autres compétences, de l'intelligence émotionnelle, de la capacité à travailler de façon collaborative, de la capacité à travailler avec les autres, à résoudre des problèmes complexes. Et pour ça, il faut absolument réinventer les modèles pédagogiques. Donc, si on ne veut pas être dans la posture ou dans la théorie, il faut des tests. Voilà. Quand je demande au professeur Pierre Dillenbourg, qui a été notre associé, qui est le vice-président éducation de l'EPFL, l'EPFL, c'est 10 000 étudiants sur le campus à Lausanne, 3 millions d'étudiants en ligne. C'est-à-dire ils ont 500 000 étudiants aux États-Unis sans avoir de campus aux États-Unis. Bon, quand je lui demande quelle est pour lui l'école idéale, il me dit c'est une école dans la forêt. Puis d'ailleurs, on pose les enfants 500 ou 800 mètres avant l'école pour qu'au moins dans la journée, ils aient marché 1,5 km, 1,6 km. Bon, j'ai été gentil, mais ce n'est pas tout à fait à l'échelle, ton modèle. Bon. Voilà, il faut tester, il faut se poser les bonnes questions, et il faut absolument réinventer une pédagogie qui est vraiment, à l'instar de ce que tu dis sur la vérité, c'est savoir écouter, centrée sur l'individu. Donc c'est l'inverse du paradigme historique, qui a fait ses preuves. Enfin, on est tous là pour en témoigner. Voilà, l'éducation, l'école, elle a été inventée pour amener des cohortes d'individus en capacité de lire des brochures et d'être capable d'exercer des métiers techniques. Les générations qui arrivent auront d'autres attentes. Merci Jean-Marc. Avant de passer à nos seconds thèmes autour de la RSE, des enjeux de RSE, j'ai 3 petites dernières questions. La première pour toi, Jean-Marc. Tu as une expérience qui est très riche. Tu es passé du marketing à l'enseignement, puis chez Google, puis tu as créé une start-up. Comment ces expériences-là ont influencé justement cette envie de créer, d'innover, cette angoisse peut-être, cette sérénité aussi peut-être davantage? Si tu peux nous en dire un peu plus. Donc là, tu insistes sur mon âge, hein, c'est ça que tu es en train de faire. Bon... Tu as commencé tôt, c'est ce que je n'ai pas dit. Alors ça, c'est vrai. Non, mais moi, je suis comme tout le monde, je fais de la post-rationalisation. C'est-à-dire qu'à posteriori, je suis capable de raconter une histoire très cohérente. Mais évidemment, comme tout le monde, c'est une histoire de rencontre. C'est parce que ce que Marc ne dit pas, c'est qu'on a bu un café ensemble il y a une vingtaine d'années ou 15 ans, au moment de la création de Mythique. Il a expliqué ce qu'il allait faire pendant les 7 ou 8 années qui allaient se dérouler. Et ça s'est passé exactement comme il avait dit. Donc il y a la résilience, il y a l'audace, il y a la vision aussi. Hein. Je pense que là, on est entre dirigeants, y compris dirigeants politiques. La vision, ça devient
voilà, un dirigeant d'entreprise, c'est pas juste là pour compter et se faire expliquer par le DAF ce qui est en train de se passer. C'est là pour avoir la bonne idée une fois par an, être capable. Aux États-Unis, on dirait de voir le monde à 18 mois. Au Japon, on dirait voir le monde à 50 ans. Enfin, la vision, c'est quand même quelque chose qui participe de ce que tu fais. Sabrina, quand tu prends le risque d'élargir tes gammes produits, ta proposition à des choses qui n'avaient pas été faites, ça correspond aussi à une vision, à quelque chose de solide, de structuré, de nourri. Voilà. Donc, a posteriori, j'ai fait tout ça pour noyer un peu le poisson. Mais voilà, il se trouve sur la partie création d'entreprise. Moi, je suis un homme de grand groupe, je suis un salarié. Et j'ai 2 associés. Un associé qui est comme moi, un ancien dirigeant de grande société, et un vrai entrepreneur. Ben, je vous garantis qu'on n'est pas monté pareil. Et c'est la complémentarité qui est vraiment très, très intéressante. Voilà, parce que de temps en temps, moi, j'essaie de faire beau, et puis mon associé est vrai entrepreneur, il dit maintenant, quand est-ce qu'on décide posons-nous la question quand le problème arrivera. Enfin, bon, et c'est cette complémentarité qui permet d'avancer. À titre personnel, mon moteur à moi, c'est mon histoire personnelle, c'est une histoire d'immigration italienne dans la région, c'est une histoire sur 3 générations de capacité à progresser socialement et hommage et gloire à mes parents et à mes grands-parents. Je suis fils d'institutrice, le premier poste de ma mère, c'était à Grimaud, dans le Var. Et puis, voilà, chez Google, j'ai fait cette rencontre avec Peter Norvig, de la rencontre avec des entrepreneurs qui m'ont donné envie. Et puis, un moment, au sens kairos du terme, le momentum, on s'est dit en 2012, 2013, il y a quelque chose, il y a une vague qui est en train de se lever. Et je me suis senti prêt à soulever la vague et à surfer. Et la dernière chose, c'est que l'entrepreneuriat, c'est mieux si c'est un projet familial. Donc, j'ai eu la chance d'être quand même très supporté, au sens supportif du terme, très associé. Et le premier jour où j'ai quitté Google, je me souviens, je suis parti en Écosse une semaine, donc j'ai l'impression d'être en vacances. Le premier jour, je me suis retrouvé seul. J'ai paniqué, mais au sens physique du terme. C'est la première fois de ma vie, enfin la deuxième fois, mais je me voyais en train de décrocher mon téléphone pour demander à mon patron qui m'aurait repris chez Google de me reprendre. Donc, voilà, mais c'était un moment de ma vie au sens momentum du terme. Non, mais du coup, ce sont les rencontres et la complémentarité qui est peut-être justement ce duo gagnant au sein d'une entreprise aussi. Et le bon timing, le bon moment. Beaucoup, les rencontres, l'équipe, quand tous les matins vous levez avec des gamins, une centaine de collaborateurs qui avaient le choix de tout faire, surdiplômés et qui ont décidé de vous suivre. Ils faisaient partie de ceux qui, quelques années après, ont levé la main pour dire « je veux rejoindre des startups et pas des grandes entreprises ». Pour ça, la France est vraiment un paradis de la création d'entreprises. C'est toutes ces rencontres-là et c'est l'envie qu'on a aussi de réussir. Au moment où on a vendu, on avait différents acheteurs et on s'est dit qu'est-ce qui va faire briller le regard de nos collaborateurs. Alors, on n'est pas l'abbé Pierre, donc nos intérêts patrimoniaux étaient préservés, mais dans le choix, voilà, comment on va embarquer, comment nos collaborateurs vont être fiers de continuer l'aventure. Donc, c'est toutes ces rencontres-là, évidemment. Ouais. Sabrina, j'ai une question. Je le disais en préambule, tu es très engagée sur l'égalité des chances, sur l'engagement des petites filles, notamment à l'école, mais aussi sur la transition écologique, puisque Rising Sud a participé à la Convention des entreprises pour le climat la même année que toi. En quoi ces 2 engagements, donc tu as le droit de répondre en 2 temps, influencent-ils ton leadership chez Aromazone et quel changement ça influe justement au quotidien dans ton entreprise, dans ta façon de manager et dans ta façon de décider? C'est une grande question, ça. Et tu as oublié un engagement qui est également un engagement pour l'égalité homme-femme et contre les violences faites aux femmes. Puisque j'ai la chance d'être administratrice de la Maison des femmes de Saint-Denis et ici, par ricochet, de la Maison des femmes de Marseille, qui a donc ouverte il y a 2 ans. Je crois que l'engagement associatif, il est assez structurant parce qu'il permet de rester très ancré, d'avoir les pieds vraiment bien sur terre et d'être bien lucide sur l'état des choses. Je pense que quand on dirige une boîte, parfois on a tendance à aussi peut-être se perdre dans nos élucubrations intellectuelles et dans nos petites exigences
personnel ou les comptes qu'on doit rendre à ses actionnaires, etc. Et on peut perdre de vue un petit peu cette finesse, cette sensibilité du monde et parfois de sa souffrance aussi. Et je crois surtout que ce qui a été toujours très très important pour moi, ça a été de trouver des écosystèmes, des entreprises, des endroits où finalement j'allais pouvoir conserver ces valeurs et trouver des gens qui finalement auraient des valeurs assez proches. Ce qui finalement m'amène à répondre à ta question de façon pragmatique. Ça ressemble à quoi du coup ce leadership? Ça va pas être rocket science du tout, hein. Mais je pense que l'écoute dont on a parlé au préalable, elle est absolument indispensable parce qu'en vérité aujourd'hui, déjà c'est une forme de respect extraordinaire de toutes les équipes dans l'entreprise et les meilleures idées, très souvent d'ailleurs, viennent pas forcément du top management, hein. Deuxièmement, ce qui est très important, c'est la confiance, et c'est toujours la même chose, mais ça c'est tellement vrai, parce que c'est la confiance qui donne l'envie et la possibilité de prendre des risques pour les équipes, d'oser. Quand on est dans des environnements extrêmement toxiques ou insécures, en vérité, on se retrouve dans des boîtes qui ne tournent plus, qui n'innovent plus, parce qu'on ne donne pas la permission d'eux. Et la dernière chose qui est peut-être la plus structurante, c'est la responsabilité. Moi, j'ai toujours voulu, et particulièrement chez Amazon, mais j'ai beaucoup de chance parce que c'est le cas, et je pense qu'on a cette espèce de tropisme qui est qu'on recherche ça énormément dans les gens qu'on intègre. On veut des gens qui sont responsables. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire très autonomes, et qui prennent leur job au sérieux, et qui prennent les rênes de leur job, et qui sont capables vraiment d'être accountable, comme on dit en anglais, mais qui en parallèle de ça sont responsables par rapport à notre mission. Si on a une mission sociétale, si on a une mission de transformation écologique, hein, qui est également la nôtre, en fait, c'est plein de micro-décisions au quotidien. Et c'est pas vrai que c'est le dirigeant ou son codir qui peut tout décider et tout décréter. On peut insuffler une culture, on peut donner une feuille de route. Mais si on ne se sent pas investi et qu'on ne croit pas profondément en soi, à la mission qu'on est en train de réaliser, il y a plein de petites choses qui font que l'éco-conception n'est pas parfaite. La façon dont on va aller faire des achats auprès de certains producteurs ne va pas exactement correspondre à, etc., etc. Et c'est cette responsabilité-là, c'est-à-dire ce sens de véritablement essayer de faire les choses bien et mieux, qui, je crois, est très importante et évidemment qui m'est beaucoup, beaucoup insufflée par mes différents camarades avec lesquels je partage beaucoup de temps dans le monde associatif. Voilà. Merci. En tout cas, quand on vous écoute, on a envie de venir travailler avec vous. Marc, une dernière question avant de passer à la RSE. Moi, ça me titille. Je pense que peut-être qu'elle aurait pu être posée d'ailleurs après par nos invités. C'est quoi le prochain défi ? C'était pas prévu. Ah non, ça c'était pas prévu. Alors, le prochain défi, c'est de faire autre chose que du business. Mais je vais y revenir. Angel, c'est ma dernière entreprise. D'abord parce que je suis fatigué. Et surtout parce que c'est très dur, c'est très long. Une aventure entrepreneuriale, en général, c'est une dizaine d'années. Quand on l'a montée du premier jour et qu'on peut enfin la passer à quelqu'un, c'est une dizaine d'années. Donc ça fait 4-5 ans maintenant. Donc il m'en reste à peu près 4 ou 5. Et c'est aussi la première de mes boîtes. Alors quand je dis ça, c'est assez étrange, mais il se trouve que c'est la première fois de ma vie que je monte une boîte dont le produit me passionne. Alors je dis ça, c'est une espèce de gimmick, ouais bon les vélos, qu'est-ce qu'on en a? Bon ben ouais, mais moi le vélo, je me réveille la nuit, je pense à un vélo et à force de dire ça, je me suis dit tu dois avoir un vrai problème. Et c'est vraiment une passion. Quand j'ai fait Mythique, j'étais marié, je m'en suis jamais servi. Quand j'ai fait Sensi, j'ai ni lentilles ni lunettes. Quand j'ai fait Winamax, je ne sais pas jouer au poker, donc bon, je l'ai fait, mais franchement, j'aurais fait des écrous ou des ressorts, ça aurait été pareil. Sauf que là, c'est pas vrai. Et puis, cette question, c'est pour ça que je vais revenir sur ce petit joke sur la psychanalyse. Ça me plaît, ça, la psychanalyse. J'ai essayé de comprendre pourquoi j'ai été passionné par le vélo. Finalement, pourquoi le vélo et pas une fusée ou un scaphandre. Et je me suis souvenu que quand j'étais enfant, très jeune, j'étais assez malade à Marseille. Et mon père avait eu l'idée de génie de nous interdire la télé. On n'avait pas la télé chez moi. Ma mère était institutrice. Point commun qu'on a. Et toi aussi ? Bon. Et ils avaient interdit la télé, donc je n'avais que des livres et mon ennui pour m'occuper. Et j'étais tombé malade et j'avais dû rester dans la chambre. Je crois que c'était très long, mais peut-être dans mon cerveau d'enfant, c'est peut-être 1 mois, 2 mois ou 3 mois, j'ai oublié. Et ma mère, mais j'avais complètement oublié cette histoire, pour m'occuper, m'avait acheté un petit vélo.
et en me disant, tu sais, ce petit vélo, quand tu seras guéri, tu pourras aller en faire. Et ce petit vélo, c'était devenu mon meilleur copain. Je lui parlais, je le démontais, je le remontais, je l'optimisais, je le repeignais. Et puis je l'ai jeté, et cette histoire a complètement disparu de ma mémoire, et j'ai complètement oublié ça. Et un matin, il y a quelques mois, je me suis souvenu de ça, et j'ai dit, mais putain, mais elle vient de là, ta passion pour le vélo. C'est que ce petit vélo, il t'a aidé à guérir, et aujourd'hui, tu as la chance d'en faire. Et c'est donc pour ça que je suis certain que c'est ma dernière boîte. C'est vrai. Merci à tous. On passe à la transition écologique, si vous en êtes d'accord. Clairement, aujourd'hui, la transition écologique, c'est un véritable pilier de rentabilité et de compétitivité. En tout cas, pour nous, c'est essentiel dans les accompagnements que l'on fait pour les entreprises. Sabrina, en tant que PDG, comment arrives-tu à concilier les impératifs économiques avec tes convictions écologiques et sociales, justement ? Nous, j'ai envie de dire que déjà, j'ai de la chance parce que Aromazone est assez nativement RSE. C'est une entreprise où la matière première est 100% naturelle, et ce depuis toujours. On a 60% de notre catalogue qui est biologique. On a des partenariats de très long terme avec beaucoup de producteurs. On a du vrac dans nos magasins. On a décidé depuis le jour numéro 1 de ne pas avoir de surpack pour ne pas faire de gâchis inutiles. Et on a réussi la démonstration du passage à l'échelle, et ça on en est quand même assez fiers, de quasi 3 millions d'éco-recharges vendus sur un produit qui est très impliquant en beauté, en tout cas pour les femmes, que sont des sérums pour le visage. Et l'année prochaine, ce sera 5, 6, et puis bientôt 10. Et en fait, on est en train de véritablement entraîner des nouveaux usages beaucoup plus responsables. Et comme on a plus de 3 millions de consommateurs actifs en France, on est également un média. Et on communique énormément sur justement ces nouveaux usages, ces nouvelles approches qui permettent en fait de très très rapidement justement passer à l'échelle. Donc ça, c'est le contexte qui fait que déjà, c'est assez formidable hein, parce qu'on ne part pas de rien. Après, on n'est pas parfait. On a encore évidemment énormément de travail. Mais l'autre chance qu'on a, c'est qu'on va très bien économiquement. Et ça, j'insiste parce qu'en fait, on sous-estime énormément ce sujet de la transition écologique, à quel point elle est également coûteuse. On a un grand chantier. Le premier exemple que je donne, c'est ce grand chantier qu'on a sur l'agriculture régénérative, qui va être petit à petit mené avec chacun de nos producteurs. On a un catalogue de plus de 250 producteurs, donc ça va être une roadmap bien costaude, qui va être écrite jusqu'en 2030 et qui va évidemment nous coûter beaucoup d'argent, puisque nous allons investir, co-développer avec chacun d'entre eux petit à petit pour les amener vers une agriculture régénérative. Et l'autre élément qui est également lié au fait qu'il faut aller bien, qu'il faut avoir les reins solides aussi économiquement pour pouvoir être très engagé dans cette transition, c'est parce que parfois il faut savoir dire non. Et dire non sur des sujets qui sont quand même transactionnellement très intéressants. Typiquement, le collagène marin, nous, aujourd'hui, on nous demande énormément d'unidose. On est en train de s'asseoir sur un marché colossal en business. Et on assume de ne pas y aller, parce qu'on peut aussi se permettre de ne pas y aller aujourd'hui, parce que l'entreprise va bien, et parce qu'on ne veut pas rajouter du papier, du carton, etc., dans une planète qui n'en a pas besoin. Et donc, c'est très important de se dire qu'il faut qu'on ait énormément de champions français aussi pour être une grande patrie de la transition écologique, parce que la transition écologique, elle va aussi être coûteuse et qu'elle est liée aussi au développement économique. Et que l'un ne peut pas aller sans l'autre, même si de façon assez naïve, on a envie de se dire que c'est antinomique, mais ce n'est pas forcément antinomique. Et en plus, je crois que tu as de la chance d'avoir une forte communauté qui te suit en plus sur ces engagements-là. Oui, et puis qu'on interroge justement, et puis qu'on prépare, c'est-à-dire qu'on sensibilise, et puis sur laquelle on explique quand on tombe en rupture sur certaines récoltes. Alors on se fait alpaguer. Pourquoi le produit n'est pas là, etc., etc. Mais on est obligé, et finalement ça marche aussi très bien, parce que finalement quand on éduque les gens, quand on communique avec les gens, c'est toujours mieux. Donc en vérité, quand on leur explique que la terre que l'on a choisie, le terroir que l'on a choisi, sur cet ingrédient-là ne peut pas donner plus, finalement ça marche très bien et c'est OK. Éric, l'innovation dans un groupe comme Michelin est encore plus indissociable justement des questions de transition écologique et d'impact. Vous la portez en interne, évidemment.
Est-ce que vous travaillez aussi avec des startups externes, peut-être externes même à l'entreprise, à la France, à la région, je ne sais pas. Comment vous travaillez avec cette fameuse notion d'écosystème ou comment la créez-vous justement pour avoir les dernières innovations dans ces domaines de la durabilité et du transport? Bon, donc pas de langue de bois, on avait dit. Oui. Donc, je pense que les entrepreneurs dans les grands groupes, c'est de plus en plus rare. Je me souviens d'échanges avec le service du personnel il y a quelques années avec Michelin où je leur disais, les entrepreneurs, soit ils se cassent, soit on les casse. Donc ça, c'est quand même... Les grandes entreprises ne sont pas configurées pour la prise de risque ou pour l'entrepreneuriat. Il faut se le dire. Mais alors, elles savent faire un truc qui est très utile aux entrepreneurs, et je me tourne vers Sabrina et Marc, et évidemment Jean-Marc, vous allez me contredire peut-être, c'est qu'elles savent faire le passage à l'échelle. Et ça, elles savent vraiment bien le faire. Et le passage à l'échelle, pour les entrepreneurs, c'est souvent là où ça pêche. C'est-à-dire passer du prototype, hein, pour les experts, le TRL4, à des pré-séries industrielles. Là, ça commence à devenir très compliqué. Et là, on a besoin des grandes entreprises. Donc, ça m'amène à répondre à ta question. Il faut évidemment travailler avec des startups. C'est indispensable. Pas qu'avec des startups. Vous avez compris que l'innovation en écosystème, c'est beaucoup plus large. Mais en particulier avec des startups. Et là, j'aime beaucoup ce que dit Sabrina. Je voudrais rebondir sur 2 points. D'abord, ça coûte cher, effectivement. Mais on est d'accord aussi pour dire que c'est transformation écologique et sociale et croissance économique. Ça ne peut pas être l'un sans l'autre, parce que nous sommes des entreprises et nous avons besoin de créer de la valeur et d'assurer notre pérennité, des emplois, la compétitivité, etc. Et ça, c'est encore pas suffisamment dans les têtes. Je voudrais insister sur ça, et j'ai la chance de travailler avec Bertrand Piccard, qui n'arrête pas de dire « soyons logiques autant qu'écologiques ». Et il a raison, c'est croissance économique et transformation écologique et sociale. Alors ça coûte cher. Alors, il y a 2 leviers fantastiques que Sabrina nous a donnés. Donc, je vais faire que répéter. Le premier, c'est d'associer nos clients. Moi, je suis abasourdi par Nespresso, qui est une entreprise suisse, encore une. Nespresso, elle a quand même été jusqu'à me persuader de retourner au magasin Nespresso pour aller apporter ces foutues capsules qui m'enquiquinent dans le garage. C'est pas mal. C'est moi qui prends le coup. Je me casse la tête à les mettre dans le garage, mes chiens les bousculent, c'est un bordel innommable, mais je m'en occupe. Ce n'est pas Nespresso qui s'en occupe. Je suis impliqué, je suis engagé. C'est ce que fait Sabrina, si j'ai bien compris, avec ses clients. Ça, si on arrive à le faire, c'est génial. Alors moi, je suis en train de travailler avec des profs de l'IMD, d'ailleurs, à Lausanne, sur les points de contact qu'on a tous dans nos entreprises avec les clients. Et à chaque point de contact, comment on fait pour engager le client dans une transformation écologique et sociale, sur l'eau qu'on utilise, sur les packaging, etc. Puis il y a une deuxième chose que Sabrina a dit, sur laquelle je voudrais rebondir, c'est évidemment l'écosystème de nouveau. Parce que si ça coûte cher, mais si on peut mutualiser, ça devient beaucoup plus intéressant. On parlait avec Marc tout à l'heure à la pause de l'économie circulaire. Si vous arrivez à créer une économie circulaire, il était prévu qu'on se fasse assommer ou pas ? Non, hein. Si vous impliquez des entreprises qui n'ont rien à voir avec vous, d'ailleurs, dans certains cas, mais qui peuvent recycler un certain nombre de vos déchets, entre guillemets, qui sont de la valeur ajoutée pour eux, et inversement, là, vous êtes gagnant. Donc, il faut absolument qu'on passe d'une économie linéaire à une économie circulaire. C'est un des grands enjeux, à mon avis, de nos sociétés de demain. Et là-dessus, il y a tout à faire, honnêtement. Il y a vraiment tout à faire. Alors, oui, commençons déjà par les zones écosystémiques et de chalandise que nous avons en France, puis travaillons ensuite avec l'international, parce qu'on peut aller chercher aussi des matériaux ailleurs. Donc voilà, je pense que sur la transformation écologique et sociale, moi ce que je demande à mes équipes, qui sont donc pas, vous l'avez compris, pour la plupart des entrepreneurs, je vais les chercher à l'extérieur, mais je leur demande 2 choses. Je leur demande de s'ouvrir sur les problèmes sociétaux de l'extérieur, parce que c'est en comprenant les problèmes sociétaux qu'ils vont pouvoir justement mobiliser et engager un écosystème. Et je leur demande une deuxième chose qui est d'innover sur la manière d'innover. Alors ça paraît un peu théorique, mais si on continue à faire ce qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison qu'on ait des résultats différents. C'est-à-dire que les courbes seront toujours mal orientées. Donc il faut arrêter d'innover comme on innove aujourd'hui. Il faut inventer une autre forme d'innovation, ce que j'appelle l'innovation d'écosystème, qui passe par
plein de méthodes, plein d'outils qu'on est en train de développer. Et ça, à mon avis, c'est aussi important que la technologie en elle-même. La manière d'innover ensemble, c'est un des ressorts qui me permet de dire aujourd'hui que je suis optimiste sur la transformation écologique et sociale. Merci. Marc, peut-être une dernière question. Après, je laisserai la parole à nos invités pour vous poser des questions. Je pense que vous avez vu qu'on vous répond franchement, donc n'hésitez pas. Marc, vous avez dit, l'après, c'est de l'engagement, c'est du social. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est très perso. En fait, on est entre nous. Ouais, c'est ce que je me dis, mais comme c'est filmé, je ne sais jamais où ça se retrouve. Bien que je dis tellement de conneries enregistrées que je ne suis pas une près. Enfin, là, ça n'en est pas une en l'occurrence. Moi, j'ai un cerveau qui est assez céréal. Je n'arrive pas à faire 36 trucs à la fois. Je fais 36 trucs dans une route, mais je ne sais pas faire 36 trucs sur 36 routes. Donc, quand je fais du business, mon engagement social, il est là, mais il est négligé. Je sais, et je me suis toujours dit, quand tu arrêteras, tu ne feras plus que ça. Alors j'ai essayé de semer un peu, dégrainer tout ça, mais bon, c'est pas extraordinaire. Mais il se trouve qu'à Noël, les circonstances de ma vie ont fait que j'étais seul le soir de Noël. Bon, ma petite fille qui est née, ma fille passait Noël avec elle, et mes enfants n'avaient rien à foutre, et je me suis retrouvé tout seul. Et je me suis dit, bon, bah, je vais me coucher. Et j'ai un copain qui m'a dit, ah bah, tu sais quoi, il y a un repas solidaire pour des SDF, on cherche des bras. Je dis, bon, foutu pour foutu. Me voilà au restaurant solidaire le soir de Noël, et je ne dis pas ça pour l'histoire et pour le storytelling, hein, mais j'ai passé probablement la soirée la plus extraordinaire de ma vie. J'ai servi des SDF, j'ai discuté avec eux, j'ai travaillé, j'ai pas bouffé, j'ai mangé des quignons de pain dans les panières qui restaient parce que j'avais la dalle. Et en partant à 1h du matin, en fermant le centre dans la bagnole, je me suis dit, mais putain, mais en fait, t'as pas pris la bonne route, quoi. Ce que tu as essayé de faire pour essayer de rendre les gens heureux sur Mythique, de faire des vélos qui ne polluent pas les villes, tout ça c'est chouette. Mais il y a des urgences qui sont telles que la voie d'après, si j'ai le temps et si j'ai encore l'énergie pour le faire, je sais que je la dédierai à ça et uniquement à ça, parce que je ne suis pas certain maintenant, à 61 ans, d'avoir pris le bon chemin. Il y a un temps pour tout dans la vie. C'est ce que je me dis, c'est psychanalyse, tout ça. On reparlera après. Bah écoutez, merci. Est-ce que vous voulez rebondir peut-être, Sabrina et Eric ? Non, moi je voulais juste vérifier une chose, parce que je commence à être inquiet sur la constitution de ce panel. Fils d'institutrice, Sabrina, rassure-moi. Alors, pas du tout, mais je voulais être prof. Et je finirai probablement prof. Et moi, je suis fils d'institutrice. Incroyable, incroyable. Il y a quelque chose avec l'école et le Sud quand même, parce que Marc, je crois que vous êtes né à Marseille. Oui, bien sûr. Voilà. Jean-Marc, tu es né au même endroit où je suis né. On peut dire. Voilà. Après, juste Saint-Raphaël. Sabrina, pas du tout, mais elle a quand même travaillé chez l'Occitane, puis elle a racheté à Amazon. Et Eric, c'est un amoureux du Sud, donc c'est tout comme ça compte. Donc en tout cas, je voulais vous remercier pour vos témoignages, votre sincérité et votre franchise aussi ce soir pour nos invités. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé vous écouter, beaucoup appris. Vous nous laissez à réfléchir et à penser, à psychanalyser, même, petit clin d'œil. Maintenant, je me tourne vers le public pour voir si vous avez des questions avant d'accueillir le président Renaud Muselier et la première ministre Elisabeth Borne qui sont en chemin et qui nous diront un petit mot de clôture, et j'aurai une surprise entre-temps. Qui c'est qui donne le micro ? Super, Giovanni. J'imagine qu'il y en a bien qui va avoir une petite question à poser. Putain, vous les avez scotchés, quoi. La première est toujours très difficile. C'est vrai que c'est la première qui est difficile. Allez, là-bas. Juste une question rapide. Le moteur de chacun, quand ils ont créé, on a entendu l'histoire familiale du premier intervenant et les autres. Vas-y, tiens. Alors moi, j'ai pas créé, j'ai repris. C'est quand même important comme nuance. Je vais être très taquine. Je crois que c'est d'être une femme qui m'a donné mon moteur. Moteur personnel, c'est consacrer mon temps, mon énergie et le peu de capacité cognitive que je me reconnais à un sujet très important que je considère comme absolument fondamental,
qui est celui de l'éducation. Voilà. Aussi peu humble que ça. Pierre-Emmanuel, j'ai vu que tu voulais poser une question. Ça ne m'étonne pas de toi. Ouais, bonjour à tous. Alors je ne vais pas être poil à gratter ce soir parce que j'ai trouvé que finalement c'était un sujet passionné, enfin de part des passionnés et passionnant. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Moi j'ai une question, c'est qu'en fait finalement on parle de 3 sujets, la création d'entreprises, l'intelligence artificielle et on a aussi parlé de la RSE. Est-ce que finalement c'est pas le rôle maintenant des entreprises aussi d'avancer un peu sur ces domaines et de se dire ben voilà, on a de l'intelligence artificielle, ça va permettre en fait finalement à nos collaborateurs d'avoir de la disponibilité, finalement d'être un peu plus disponible sur des tâches qui étaient un peu récurrentes et qui étaient un peu barbantes, soyons honnêtes. Le libérer du temps, et se libérer du temps, est-ce que finalement ça ne sera pas que au service de l'entreprise mais plutôt au service de notre société? Est-ce que ça ne serait pas le temps enfin que nos entreprises prennent le temps de se dire on fait des care days, des jours où en fait on libère du temps à nos collaborateurs pour qu'ils soient impliqués un peu sur leur territoire, parce qu'on va arrêter de penser uniquement au profit, on va penser un peu au people et à notre planète. Quelle est votre vision là-dessus sur ce que pourrait être du coup notre société de demain, enfin nos sociétés de demain? Oui, non, complètement. Le programme de formation sur lequel je travaille avec des académiques nord-américains et européens, c'est exactement ce que vous avez décrit. C'est-à-dire comment l'intelligence artificielle générative pourrait-elle, c'est pas gagné, hein, parce qu'on voit dans les précédentes révolutions, ces messieurs pourront en parler mieux que moi, que finalement ça ne dégage pas tant de temps que ça. Mais pourrait-elle dégager du temps pour faire plus de créativité, plus de social, plus de transformation et de protection de la planète à partir d'outils d'innovation en écosystème et de créativité aussi, bien sûr. Donc c'est exactement ce que vous dites, moi je vous rejoins complètement. C'est ce qui me donne, moi, mon moteur, c'est qu'il y a une partie de mon moteur, c'est qu'il y a un espoir fantastique avec ce qui nous arrive. Jean-Marc l'a très bien dit, il aimerait avoir 30 et quelques années. Moi, pareil, hein, je suis à 1 an de la retraite. Donc. Pardon, c'est une dernière anecdote. Je ne fais pas que ça, hein, mais là, ça me vient. Et il se trouve que j'ai eu la chance de croiser le responsable IA d'un des plus grands groupes au monde américain. C'était extraordinaire comme rencontre, mais à un moment donné, je lui ai dit, ben voilà, comment tu vois l'IA? Bon, bref, sans en parler des heures. Et il m'a dit, oh, bah, tu sais, c'est très simple. L'IA, ça va buter à peu près 50% des emplois. Donc les gens vont rester chez eux. On va être obligé de faire un revenu universel pour les payer. Donc on taxera les géants et on filera du pognon aux gens pour qu'ils restent chez eux. Je dis, ah bon? Et il me dit, bah oui, mais du coup, les gens, ils seront chez eux, ils vont acheter des iPhones, des tablettes et ils vont regarder des films. Et c'est pour ça qu'on produit des films. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais puisque les gens restent chez eux dans ton raisonnement, ils sont payés, peut-être qu'ils pourraient s'occuper des autres. Et là, il m'a regardé et il m'a dit, c'est pas con. Et j'ai trouvé ça extraordinaire que le gars qui doit gagner en 1 an ce que j'ai fait dans toute ma vie me dise qu'à la fin, c'est pas con. C'est pas con. Donc je vous rejoins, oui, c'est pas con que les gens commencent à s'occuper des uns des autres quand ils ont du temps. Je rajoute peut-être un petit bémol. Hein. Je pense qu'on ne peut pas, peut-être tout le temps, opposer entreprise et bien-être. Moi, je pense que l'entreprise, c'est aussi un lieu où on prend soin des gens, où on les développe, où on les fait progresser. Et je crois que c'est peut-être un peu naïf, mais je crois que les grandes entreprises de demain seront des entreprises qui, de façon intrinsèque, feront les choses bien, transformeront les usages, transformeront sociétalement beaucoup de choses. Et peut-être que finalement, on n'aura pas besoin de sortir de son entreprise pour avoir l'impression de prendre soin des gens, des autres et de la planète. Et peut-être que cette réflexion-là, elle vaut aussi la peine, parce que je crois que vraiment c'est ça l'entreprise du futur et que ce n'est pas antinomique. Je ne pense pas que vous opposiez non, on est d'accord. Hein. Moi aussi, dans mon esprit, je pense comme Sabrina que les entreprises ont un rôle à jouer pour libérer du temps, pour s'occuper des autres. Hein. Donc on est bien d'accord que ce n'est pas forcément en dehors de l'entreprise. Ça peut aussi être en dehors de l'entreprise, bien sûr, le mouvement associatif. Hein. C'était clairement l'objet de la question, hein. Tout à fait. On est complètement d'accord. Alors pour être un peu provoque et sans cynisme, le précédent président de Danone, Emmanuel Faber, a essayé de faire les deux. Ce qui est difficile dans notre histoire, c'est qu'une entreprise, c'est une entreprise. Donc il ne faut pas qu'on se raconte la bonne aventure entre nous. Il y a un vrai chemin, et moi je suis extrêmement positif, parce qu'il y a un truc qui va soulever, bousculer les entreprises, c'est les consommateurs d'un côté, les nouveaux, et les nouveaux collaborateurs.
les 25 ans là, qui prennent plus l'avion pour aller en Corse. Hein. Ils partent en Corse en bateau à voile. Ils ont fait Sciences Po, ils ont fait HEC, et ils se comportent comme on doit se comporter. Donc il y a des phénomènes plus puissants que la volonté des dirigeants qui vont être les sous-jacents des transformations des entreprises. C'est les consommateurs d'un côté et leur nouveau comportement, et de l'autre côté, les collaborateurs, si vous voulez les attirer, les retenir. Nous, on s'occupait de formation, donc on peut dire que ce qu'on faisait du sens quand même par rapport à l'époque où je vendais des adoucissants textiles ou des forfaits téléphoniques. Ils sont partis pour aller faire de la formation chez AXA Climate. C'est-à-dire vraiment de l'engagement de formation au carré sur des sujets de type RSE. Donc voilà, pas d'angélisme, enfin à mon avis, sinon on peut avoir des sorties de route dangereuses au niveau des entreprises. Et la dernière chose, parce que je vais mal dormir si j'en parle pas, la France est un paradis pour les grands groupes internationaux, la France est un paradis pour les startups. Je pense qu'il y a une catégorie d'entreprises qui est dans l'angle mort de nos dirigeants, c'est le Mittelstand, les PME, les ETI. Ce sont elles qui vont être les accélératrices de la transformation RSE. Ce sont elles qui vont créer l'emploi massif. Ce sont elles qui vont créer l'emploi en région. On est tous convaincus, mais pour le moment, personne n'a décidé de flécher les trillions d'euros d'épargne des Français vers les PME, vers les ETI. Voilà, c'est dit, je vais bien dormir. Merci, pardon. Moi, je voudrais faire 2 petits rebonds, tu m'autorises, sur ce que vient de dire Jean-Marc. D'abord, consommateurs citoyens. Moi, ce qui m'intéresse dans les nouvelles générations, c'est qu'ils sont consommateurs et citoyens en même temps. Et que la première question qui m'est posée quand on recrute chez Michelin, c'est qu'est-ce que fait l'entreprise en termes de RSE ? Donc ça, c'est exactement ce que vient de dire Jean-Marc. Cette notion de consommateur citoyen, c'était peut-être moins évident pour notre génération. Donc là, je trouve que c'est très intéressant. Et puis, oui, alors les PME, j'ai la chance de travailler avec le réseau Entreprendre, que vous connaissez peut-être, parce qu'il est ici présent ici. Le problème des ETI et des PME, et je pense qu'il y en a beaucoup dans cette salle, à la Grand Air, c'est que vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous n'avez pas des départements de 15 ou 30 cadres qui vont pouvoir vous aider à faire la transformation sociale et écologique. Donc, la formation que je développe, c'est pour vous. C'est-à-dire que c'est fait pour des outils faciles à utiliser, assez facile à comprendre et avec une mise en œuvre immédiate. Et ça, je pense qu'il faut qu'on y pense, parce que la transformation écologique et sociale, elle passera d'abord et avant tout par le tissu des PME et des ETI. Bravo. Et peut-être, parce que là, franchement, je ne peux pas m'empêcher, parce que vous me tendez tous une perche tellement magnifique. Donc nous, on est dans le Vaucluse, on a un outil industriel que l'on doit considérablement développer, puisque cette année, on va mettre sur le marché probablement 25 millions de produits. Et l'année prochaine, ce sera 50. Donc on a actuellement un très joli dossier qui est, je crois, au sein des équipes de Monsieur Muselier. Et donc je suis ravie d'entendre ce soir que tout le monde va pouvoir s'occuper de nous en priorité, puisque les PME et les ETI sont le grand défi des prochaines années. Merci beaucoup. Merci Sabrina, il t'a entendu, je crois. Très bien. Mais écoutez, en tout cas, je pense que vous avez donné envie à tous d'oser, de laisser un peu les complexes de côté pour se lancer. Encore une fois, je vous remercie. Et chez Rising Sud, on voudrait remercier aussi tous ceux qui sont parmi nous ce soir et qui vous êtes à peu près 500. Mais ça, c'est si je me fie à la feuille d'émargement à l'entrée. Je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, on vous remercie et vous encourager à oser, mais vous encourager à oser tout en respectant la planète. Donc, à l'entrée, vous avez eu un petit ticket de tombola. J'ai besoin d'une main innocente, qui ne sera absolument pas la mienne. Et donc, j'invite Isabelle Campagnol-Savon à me rejoindre sur scène pour tirer... Exact. Isabelle, qui a une femme qui a osé en politique. Donc, en plus, tu aurais pu faire la table ronde avec nous, Isa. Voilà. Allez, oui, non, si tu as le courage, sinon de l'autre côté. Attends, non, du tout. Comment on ouvre cette chose? Alors déjà, il faut avoir fait l'ENA pour ouvrir la boîte. Attends, quelqu'un qui fait les élections. Ouais. Il faut la casser, en fait. Elle est bloquée, en fait. Voilà, ça y est. Parfait. Tiens, Isa. Bon, bonsoir à tous. Écoutez, donc, la main innocente va se jeter parce que ce soir, il faut oser. Est-ce que tu as dit le prix
dont il s'agissait? Ah bah écoutez, je crois que ce soir, pour le coup, quand on ose, on se jette. Et là, il va falloir se jeter dans le vide parce que ça sera un saut en parapente. Donc écoutez, je suis ravie de tirer au sort donc un numéro « Je ne regarde pas ». Voilà. Et donc, le regagnant de ce saut en parapente qui va se jeter, c'est le numéro 211. Alors, qui est-ce? Oh, Morgane! Ben voilà, écoute. Je le fais d'abord monter sur scène et après j'invite. Ça tombe bien, c'est un homme qui ose tout. Et donc, je te vois bien sauter en parapente. Je pense que ça ne te fera pas peur. Bravo, félicitations à toi. Et j'invite Renaud Muselier et Madame la ministre Elisabeth Borne à venir nous rejoindre. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compté, je ne suis pas sûr que vous soyez 500, mais bon. Merci à vous tous et vous toutes pour votre présence. Où est Elisabeth, Madame la Première ministre? Ah oui, là, pardon. Je suis allé au concert de Springsteen, là, et donc, c'est un peu difficile quand même. Donc je vous prie de bien vouloir m'excuser, parce que du coup je ne vais pas parler longtemps, comme ça vous serez tranquille, vous irez plus vite à l'apéro. Bon. Madame la Première ministre, c'est un grand honneur de vous avoir ici. Ici, vous êtes à un endroit un peu magique. Je ne suis pas tout à fait sûr que tout le monde sache exactement où on est, mais cette villa avait été construite en son temps par M. Deleuze, qui avait construit la Comex. D'ailleurs, on voit un de ces appareils dans lequel il est rentré pour plonger très profond. Il faut être assez courageux pour le faire, ou rentrer dans ce genre de scaphandre. Vous voyez un peu ce qu'il a fait pour notre pays, pour la France. Et il avait construit cette maison assez exceptionnelle, ici au pied du Sofitel, et on va fêter ses 45 ans tout à l'heure et les 60 ans de la maison Sofitel à l'entrée de ce port phocéen, de ce bassin phocéen exceptionnel, qui a reçu il y a peu le Belém dans le cadre des Jeux Olympiques. Très grand moment, finalement. Un moment assez exceptionnel qui nous a permis de sortir des faits divers, en fait. Les faits divers, on en a eu à Marseille. Hein. On a fait la une un paquet de fois. Est-ce que ça représente la vraie vie de notre cité? Je ne crois pas, fondamentalement. Est-ce que ça correspond aux difficultés ou à l'avenir de nos entreprises? Je suis sûr que non. Parce que, je parle des faits divers, je ne parle pas du Belém, parce qu'on a fait quand même, avec le travail du gouvernement français, le soutien du président de la République qui était là, de M. Darmanin, 250 000 personnes, avec des images absolument exceptionnelles qu'on a vues dans le monde entier, où la fête était là, la joie de vivre était là, les Jeux Olympiques étaient là, la France était là, accueillir les Jeux. Et donc c'est, je crois, quelque chose de très positif pour la capitale régionale, pour rappeler que finalement, ici, il y a des gens normaux, hein, qu'on y vit bien, que mes enfants sortent et qu'ils ne sont pas agressés, et que globalement, ça marche quand même. Alors bien sûr, c'est compliqué. Quand on regarde la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a différents problèmes, mais on est un petit pays de 5 millions d'habitants, on a le produit intérieur brut de la Nouvelle-Zélande, on a la taille de la Belgique, et on a 3 très grosses métropoles. Et puis, on a de très belles industries, de grandes industries, et en même temps, on a la première destination touristique. C'est-à-dire, quand on est dans ce pays béni des dieux, vous venez de Paris, il y avait des journalistes qui vous accompagnaient, ils disaient qu'ils venaient de l'Écosse, là, en arrivant ici. Bon. C'est vrai que c'est différent. On vous accueille volontiers, hein. Bon. Mais la réalité, c'est que cette destination, parce que, en fait, je vais essayer de vous donner, mais est-ce que vous en avez besoin? Moment de joie et d'optimisme, en tout cas, de se dire que c'est pas si mal ce qu'on vit dans notre pays aujourd'hui et dans la région. La totalité des bars, des cafés, des hôtels, des restaurants sont pleins tous. On n'a jamais fait d'aussi bonne saison d'hiver, on n'a jamais fait d'aussi bonne d'été. On a tous nos avions, tous nos trains sont pleins. Il y a bien quand même des flux de gens qui ont des moyens et qui viennent ici, quoi. Et ils ne sont pas simplement dans les 5 étoiles, quand on regarde. Et quand je regarde
aux entreprises. Et quand je regarde le positionnement de notre région, on est, mais je laisserai, on est perdu. Non mais, 3e région innovante de France. On a 2,5% de notre produit intérieur brut qui est consacré aux dépenses en recherche et en développement. La région compte 23 000 chercheurs de laboratoires publics et privés. On a la première technopole d'Europe avec Sophie Antipolis. On a les technopoles de l'Arbois, de Château-Gombert, du Grand Lumini, de l'Agroparc à côté d'Avignon, de Toulon-Var Technologies, 7 pôles de compétitivité, dont Cap Énergie, une dizaine d'incubateurs, accélérateurs dans la totalité de la région. On a mis en place des dispositifs avec des très grosses entreprises, bien sûr, comme CMA CGM, comme Airbus Hélicoptère, comme Naval Group, comme Thales, comme Total Energy, Pernod Ricard, Arkema, Amadeus, et j'en passe. On a essayé de mettre en place des dispositifs, comme par exemple avec L'Oréal, qui a fait le choix du Sud pour se développer. Je tiens à saluer Madame Erlory Rouget et Aromas Zone. Avec Carbone, on a la filière française du solaire, avec la Michelin, qui est représentée ici par M. Grab, qui a pris dernièrement des décisions de diversification des stratégies. Quand on voit la stratégie du Grand Port Maritime, quand on voit les atouts que nous avons ici, il est de mon devoir en tant que président de région d'essayer de mettre en place une stratégie économique, puisque l'économie dépend des régions. C'est l'enjeu de l'action régionale. À quoi ça sert une région en réalité? C'est qu'à partir du moment où vous rentrez en seconde, c'est-à-dire au lycée, jusqu'à la fin de votre vie, on s'occupe de vous. Alors j'espère plus ou moins bien quand même, mais les lycées, c'est nous. Les universités, c'est nous. La formation professionnelle, c'est nous. L'organisation des zones économiques, c'est nous. Le contrat de plan État-région, c'est bien État-région, vous faites 1 pour 1. Quand on a les fonds européens, c'est bien nous qui faisons en sorte qu'on a les fonds européens. Quand on regarde la stratégie que nous sommes fixés d'ici 2028, la fin de la mandature pour laquelle nous avons été élus. Au passage, pour ceux qui commentent en permanence les élections, à la veille du premier tour, j'avais 15 points de retard. Hein. Au lendemain du 2e tour, j'ai fait 57. C'est pour le 9. Bon. Mais en attendant, la stratégie que nous avons, elle est globalement assez simple. C'est que nous allons investir 10 milliards de fonds européens dans la région. Nous allons, avec le contrat de plan État-région que nous avons signé, qui est plus de 5 milliards d'euros, nous allons investir 5 milliards d'euros, plus les 3 milliards d'euros annuels de la région dans le cadre de son budget. C'est 30 milliards d'euros que nous allons investir sur la totalité de la formation des zones économiques, de l'aménagement du territoire, des fonds européens, pour faire en sorte que cette région ne soit pas simplement un endroit où on va faire du tourisme. C'est facile. Bien qu'on traite la totalité des lycées professionnels, de façon à ce que nous ne soyons pas en manque de main-d'œuvre, adapté à la Ciotat pour la métallurgie, adapté avec Airbus pour les compagnons, adapté avec le lycée professionnel d'ITER, adapté avec les différents lycées professionnels hôteliers, pour fournir le personnel ici qui a la capacité de s'adapter. Et alors vous allez me dire, oui mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes gentil, monsieur Muselier, on va boire un verre ici, bon, ben, oh. Alors Madame Brun, elle est vachement sympathique, Rising Sud, c'est sympathique, oui mais c'est que nous avons des outils à votre disposition. Outils à votre disposition pour faire en sorte que vous puissiez, à l'international, trouver les ouvertures, les aides, trouver au niveau européen des moyens financiers ou complémentaires, faire en sorte qu'avec la région, on vous facilite la tâche pour avoir une réponse sur l'utilisation de cette administration compliquée au niveau régional, au niveau national, au niveau européen, que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas ou peu. Nous, c'est notre boulot de faciliter de faire ça. Et ça, on sait le faire. Et donc, dans ce déplacement-là, la force de Rising Sud, c'est de dire, vous avez la capacité, avec des gens qui ont le sens de l'entreprise, la volonté de vous laisser vous développer, de vous aider à vous développer, pour avoir les moyens financiers, soit régionaux, soit nationaux, soit européens, pour faire en sorte qu'on vous accompagne dans les congrès ou qu'on vous facilite la tâche ici, sur le territoire. C'est ça, notre rôle à la région, et c'est ça, mon boulot et mon ambition dans les années qui viennent. Alors maintenant, j'ai fini parce que j'ai plus de voix. Mais je veux dire, je suis très content, très heureux que vous soyez là. Je suis très heureux d'être avec Madame la Première ministre. Vous savez, j'ai beaucoup d'affection pour cette femme. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Et ça a été une Première ministre qui s'est beaucoup penchée sur la région et qui nous a beaucoup aidés. Quand je regarde entre mai 2022 et janvier 2024,
ce que nous avons accompli ensemble, Madame la Première ministre, dans le cadre des travaux que vous avez pilotés en tant que Première ministre. C'est plus de 250 agents pour la zone Marseille, Arles et 80 pour la zone Nice-Cannes en matière de renfort historique pour les forces de l'ordre. Nous avons signé avec vous une région pilote de planification écologique, ce qui nous a amené à avoir le premier budget vert d'Europe. Et nous avons copiloté avec le préfet de région près de 170 millions d'euros. Nous sommes devenus une région pilote pour le e-sport et nous avons lancé la première entraîne régionale de française de e-sport. Nous avons validé sous votre autorité la loi de programmation militaire qui intègre près de 4 milliards d'euros pour les infrastructures militaires en région sud. On a quand même le Roissy militaire français à Istres, hein, excusez-moi du peu, et on a la première base militaire européenne à Toulon. Les enjeux sont énormes en termes de stratégie industrielle et militaire grâce à cette démarche de l'aménagement de notre zone. Grâce à vous et un peu à notre compétence aussi, Madame la Première ministre, nous avons eu 2 centres d'excellence en région sud, un à Marseille avec un biocluster de près de 100 millions d'euros. Et comme ils ont voulu nous voler le deuxième à Paris, on a quand même fait le match et on a eu un IHU de maladies respiratoires à Nice de 50 millions d'euros. Avec vous, nous avons sauvé la totalité de nos maternités dans les Alpes du Sud. Nous avons mis en place la grande fabrique de l'image et nous avons eu pour la première fois la scène nationale du théâtre de la Durance qui a été labellisée. Ça n'a pas existé en termes de rayonnement culturel depuis près de 20 ans. Nous avons signé un contrat de plan État-région remarquable. En gros, vous nous avez beaucoup aidé. Alors après, le problème est de savoir si c'est vous qui nous avez aidés, est-ce que c'est le président Macron qui nous a aidés, est-ce que c'est la France qui nous a aidés, est-ce que c'est nous qui avons été très malins et qui avons su bénéficier de votre bienveillance? Ben, c'est un peu tout. Hein. Si on était nuls, vous ne nous auriez pas aidés. Si nous n'avions pas les relations que nous avions et la confiance que vous m'avez toujours témoigné, notamment dans le cadre de la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur, qui est le plus grand projet ferroviaire du XXIe siècle, c'est que cette confiance, ce travail de fond, cette évolution-là, va nous libérer la totalité du territoire entre Marseille et Nice, puisque de toute façon, on ne peut pas mettre d'autoroutes supplémentaires. Et donc, nous travaillons avec les chambres de commerce qui sont ici présentes. Je salue bien sûr mes élus qui sont là. Et nous travaillons avec les acteurs économiques du terrain, les unions patronales, les chambres de commerce, les représentants de vos propres professions respectives, pour essayer de s'inscrire dans vos projets, dans vos perspectives, dans votre volonté. Parce qu'à la fin du mois, vous avez un chiffre d'affaires, vous avez un URSSAF, vous avez des factures à payer et vous avez des prévisions à faire. Voilà, moi je suis issu du privé, je sais comment ça fonctionne. Et donc, en tant que responsable de l'Institut régional qui a en charge l'économie, c'est la mission que je me suis fixée et que j'essaye de faire au mieux. Merci pour votre présence et votre accueil. Alors, je donne gentiment la parole à la fée qui nous a beaucoup aidé sur la région. Merci. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis très heureuse d'être avec vous ici pour clôturer l'Assemblée générale de Rising Sud aux côtés de Renaud Muselier. Et je connais l'importance de votre agence pour le développement économique et l'attractivité de votre belle région, Monsieur le Président, cher Renaud. Le dynamisme de nos territoires et l'influence économique de notre pays reposent sur vous, entreprises, acteurs économiques, partenaires institutionnels. Et je voudrais saluer le travail de terrain remarquable que vous menez chaque jour ensemble dans le cadre de Rising Sud et qui porte ses fruits. Et en 2023, cette région où tout va bien, Monsieur le Président, cher Renaud, a su garder le cap de l'attractivité. Moi, j'ai des chiffres qui me disent que 177 projets étrangers ont pu voir le jour et 1230 projets français. Et si un tel bilan est possible cette année, c'est notamment grâce à ces 450 entreprises audacieuses, à ces 450 entreprises qui ont osé se lancer, que Rising Sud a su guider et accompagner dans leurs projets. Par cet accompagnement ciblé, qui n'est pas dans la culture du chiffre, mais qui se concentre sur une approche plus qualitative, vous contribuez à un enjeu essentiel qui est la réindustrialisation de notre territoire. Alors j'ai compris que vous aviez échangé aujourd'hui sur l'importance d'oser. Oser entreprendre, oser faire des choix stratégiques et innovants au regard des défis qui nous attendent. Et j'ai la profonde conviction dans le monde de l'entreprise, que j'ai aussi connu, comme en politique,
qu'il est important d'être audacieux, d'oser et de s'adapter à un monde qui change. Car l'esprit d'entreprendre, c'est avoir toujours un coup d'avance. Et cette capacité vous donne une responsabilité particulière, celle d'entraîner la société vers une économie décarbonée et une croissance verte et soutenable. Nous avons besoin que cet entrepreneuriat audacieux puisse bénéficier d'un soutien sans faille à l'appui de ses ambitions. Par l'exemplarité de vos modèles, par votre engagement en matière de responsabilité sociale et environnementale, vous contribuez à inscrire la région Sud comme précurseur en matière de transition et d'innovation, en portant des projets qui font sens pour les territoires. Et c'était tout l'objet du protocole que nous avions signé ensemble, cher Renaud, lors de la convention annuelle des maires de la région Sud. Et c'est pourquoi aujourd'hui, votre écosystème régional est à l'honneur. Vous pouvez en être fiers, car c'est aussi lui qui permet de faire rayonner cette très belle région. Je voudrais ajouter un dernier mot. Il y a quelques semaines, j'ai pris la présidence du mouvement systémique avec la volonté de continuer mon combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Encore aujourd'hui, trop de femmes n'osent pas entreprendre ou sont confrontées à un sexisme qui perdure. Alors je veux leur dire, nous sommes à vos côtés, ayez confiance en vous, osez entreprendre. Je vous remercie.